Fabrice Arfi, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On vous reçoit dans le cadre de votre activité qui est le journalisme d'investigation. Vous travaillez chez Mediapart. Je vois un petit signe de tête. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bah oui, Fabrice Arfi, je suis journaliste depuis 1999, c'est-à-dire depuis l'âge de 18 ans. Je viens de Lyon, où j'ai commencé à la fois dans la presse locale, à la fois dans la presse nationale, à la fois dans la presse payante, à la fois dans la presse gratuite, à la fois dans la presse féminine, dans la presse d'annonces légales. Et je suis à Mediapart depuis sa fondation en 2008 et où je dirige aujourd'hui le service dit des enquêtes avec une deuxième personne qui s'appelle Michael Ashdenberg. On vous reçoit, on va commencer la première partie de l'interview sur Sarkozy-Kadhafi. Ouais. Petit sujet que vous pouvez nous résumer et on va vous poser des questions pour entrer dans le détail. Ouais. Est-ce que Sarkozy est un menteur ? Ah oui, Sarkozy est un menteur indéniablement à la lumière de ce dossier et notamment depuis qu'il a été mis en examen pour... La présomption d'innocence, non ? Ah non, bah bien sûr, la présomption d'innocence, toujours la présomption d'innocence, c'est a fortiori quand on est mis en examen. C'est-à-dire que la mise en examen, d'un point de vue judiciaire, c'est à la fois la concrétisation d'indices graves et concordants qui permettent de penser que quelqu'un a participé à la commission de faits, c'est la nature de la mise en examen, mais parce qu'il est mis en examen, il est présumé innocent d'un point de vue judiciaire et on est considéré coupable d'un point de vue judiciaire jusqu'à ce qu'on ait été, seulement quand on a été condamné et reconnu comme tel par un tribunal, première instance, appel, et puis après il y a cassation. La cassation. Mais il y a un leurre, je trouve, français, à vouloir agiter toujours la présomption d'innocence, qui est une notion juridique capitale, mais pour empêcher, comme si on mettait un bandeau sur les yeux du public, pour empêcher les citoyens de regarder les faits tels qu'ils sont. Nous, journalistes, on est là pour documenter le réel tel qu'il est, mettre sur la table des informations d'intérêt public, vérifier, qui alimentent la conversation. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont ni pour ni contre, bien au contraire, peu importe. Les faits sont les faits. Nous, on n'est pas là pour qualifier pénalement les faits. Ça, c'est le boulot des juges. Et dans le dossier libyen, depuis qu'il a été mis en examen, et c'est ce que je disais, c'est unique dans l'histoire de la République d'un point de vue judiciaire qu'une institution, l'institution judiciaire, accuse un ancien président de la République d'avoir été stipendié par une dictature à laquelle on fera par ailleurs la guerre quelques années plus tard. Les diamants de Bokassa, non, il n'a pas été mis en examen. Les diamants de Bokassa, par exemple, il n'y a jamais eu de procédure judiciaire d'ouverte. Il n'y a jamais eu de mise en examen d'un président de la République en France, même pas à l'histoire de la Ve République, pour des faits d'avoir été corrompu par une puissance étrangère. On parle beaucoup de l'affaire russe et de l'ingérence russe aux États-Unis qui fait l'objet des investigations du procureur spécial Mueller. C'est, de mon point de vue, l'affaire de l'ingérence russe x10. Puisque là, on parle de financement direct, à la fois politique, de l'argent politique, parti de plusieurs poches en Libye, plusieurs dignitaires, arrivés entre plusieurs mains différentes en France, mais aussi de l'argent personnel, confère l'achat de l'appartement de Claude Guéant en mars 2008, dont aujourd'hui on a pu démontrer que la Libye était liée à l'achat de cet appartement. Et il y a seulement 3 ans plus tard, une guerre qui est déclenchée par la France, qui fait semblant de découvrir que Kadhafi était un tyran, ce qu'il était. A toujours été un tyran, Kadhafi. Pas de doute là-dessus. Mais c'est Sarkozy, et c'est la France de Sarkozy qui a vendu du matériel d'espionnage numérique à Kadhafi. Vous parlez d'Amesis ? Je parle de l'affaire Amesis, Eagle, et le logiciel Eagle, et I2E à l'époque, comme ça s'appelait Amesis. C'est la France qui a vendu des armes. La France de Sarkozy, notamment des missiles anti-chars fabriqués par une filiale de ADS qui s'appelle MBDA. C'est la France, celle de Sarkozy, qui a tout fait pour faire sauter le mandat d'arrêt du beau-frère de Kadhafi, qui était aussi le chef... Al-Senoussi. Abdallah Senoussi, qui était le chef du renseignement militaire, qui était le principal condamné en France dans l'affaire du DC-10 UTA, qui était un attentat. On a fait péter un avion de ligne en 89 au-dessus du désert du Ténéré. Il y a eu plus de 170 morts, 54 Français. Bien,
la bande à Sarkozy a tout fait pour faire sauter le mandat d'arrêt de Senoussi. C'est la France de Sarkozy qui, comme aucune autre démocratie à ce moment-là, a accueilli le dictateur Mouammar Kadhafi, on s'en souvient tous, en décembre 2007 à Paris, la tente bédouine dans les jardins de la République, le château de Versailles privatisé, le Louvre, les 6 jours de visite d'État. Aucun pays n'a autant notabilisé ce qui était quelques années plus tôt l'État paria, l'État terroriste, et seulement 3 ans après, on fait semblant de découvrir que c'est un dictateur. Alors, il ne s'agit pas de dire que la guerre est une fabrication, hein, c'est pas du tout notre propos, ça l'a jamais été. Il y a évidemment eu des révoltes d'un peuple, notamment celui de Benghazi, qui était dans les mâchoires du dictateur, mais les arguments qui ont été avancés pour entrer en guerre, à savoir qu'il y avait des massacres massifs de populations civiles, voire, comme ça a été dit à un moment donné à la tribune de l'ONU, qu'il y avait un génocide en cours, cela est faux. Il y avait un début de guerre civile, il y avait une répression, il n'y a pas de doute. Stimulé ou pas les poches insurrectionnelles? Moi, je ne réponds que de ce que j'écris et j'ai pas d'éléments pour pouvoir dire que ça a été stimulé. Vous avez enquêté dessus ou pas? Oui, mais oui, on a enquêté dessus. Sur la stimulation des révoltes ou pas? Non, alors sur les stimulations des révoltes, je n'ai pas d'éléments. Voilà, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de soutenir quoi que ce soit. Et de ce qu'on sait, les dissidents libyens, les rebelles libyens, le peuple libyen avait de bonnes raisons de vouloir s'émanciper des mâchoires du dictateur. Il y a pas de doute là-dessus. C'était une dictature. Et c'est d'ailleurs la folie de la situation, c'est quand même grâce au logiciel Eagle d'Amesis que les services de sécurité libyens, logiciel vendu par la France de Sarkozy, contrat sur lequel l'émissaire préféré de Sarkozy, alors aujourd'hui il fait comme s'il l'a jamais connu, mais Takedine, main dans la main quand même avec Sarkozy et ses amis à toucher de l'argent, c'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu surveiller, attraper, torturer des opposants de Benghazi en 2011 au début de la guerre. Bon, et depuis sa mise en examen, c'est vrai, pour répondre à la question, que Sarkozy s'est enferré, englué dans des mensonges répétés, ce qu'on appelle parfois un peu facilement des fake news aujourd'hui, pour essayer de se défendre des accusations qui le visent. Il va aller en tôle ou pas? Non, ça, je sais pas s'il va aller en prison. Pour l'instant, on est dans une procédure judiciaire qui a connu une accélération spectaculaire, hein, et c'est pas fini, mais qui a connu déjà une accélération spectaculaire en mars dernier avec la garde à vue. C'était 26 heures de garde à vue de Nicolas Sarkozy. Donc, Qui n'est pas vraiment une garde à vue. Si, alors oui, il y a un débat sur le fait qu'en effet, il n'a pas dormi sur place, et c'est une faveur qui lui a été faite par les enquêteurs, précisément, je crois, pour ne pas avoir à rentrer dans une polémique de la justice spectacle, du président qu'on traiterait avec des sentiments de robespierriste et de justice rouge ou je ne sais quoi, qui est quand même l'argument qui est perpétuellement avancé par les présumés délinquants en col blanc dans ce type de dossier. Il est mis en examen pour des faits qui, si ça devait amener à une condamnation judiciaire, sont passibles de prison ferme. Mais en France, il y a un tabou français. C'est une question et un débat délicat, hein, c'est un débat compliqué, mais il y a un tabou français sur l'incarcération de ce qu'on appelle les délinquants en col blanc. Les VIP. Les VIP. Too big to jail. Too big to jail. Le secret défense, vous avez vu depuis quelques années, ça a changé. Il est passé de 100 à 150 ans ou quelque chose comme ça. Normal, pas normal. Comment ça, il est passé à 150 ans? On a augmenté le temps du secret défense. Ah, la durée du secret défense. Oui, alors en fait, comment dire, moi j'ai toujours considéré qu'il fallait du secret en démocratie. Il faut évidemment du secret, il faut du secret médical, il faut du secret de la vie privée. Il faut du secret des affaires. Ouais, pourquoi pas que pour lutter contre l'espionnage économique entre entreprises entre elles, pourquoi pas. Il faut du secret défense. Hein, le problème, et c'est comme on dit dans l'armée, un rétex, quoi, un retour d'expérience du travail qui est le mien, qui est simplement d'être reporter et journaliste, c'est que en France, le secret, il a deux tares. La théorie du secret, la théorie gouvernementale autour de secret est lestée par deux fardeaux. Le premier, c'est qu'il est mal défini, où ça commence un secret et où ça s'arrête, et il est mal contrôlé.
Conséquence, on voit beaucoup de pouvoirs exécutifs utiliser et agiter le secret pour protéger des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'objet que le secret est censé protéger. C'est comme ça qu'on a vu dans des affaires de corruption le secret défense être agité pour empêcher de découvrir des faits qui ont à voir avec le porte-monnaie et les poches politiques, voire personnelles de certains responsables, et rien avec la défense des intérêts supérieurs de la nation. Mais ça peut être aussi vrai pour le secret médical. La maladie de François Mitterrand, le cancer de François Mitterrand, ou de Pompidou, ou la maladie de Pompidou en 73. Si je reprends le cancer de Mitterrand, qui est, sauf erreur de ma part, diagnostiqué en octobre 81, donc dès qu'il devient président, en 88, il est déjà très affaibli. On est dans un régime ultra présidentialiste, c'est-à-dire qui personnalise le pouvoir. On rappelle quand même que, par exemple, en France, aller à la guerre, faire la guerre, déclencher une guerre, c'est la responsabilité d'un homme. Le Parlement ne se prononce pas sur le déclenchement de la guerre. C'est même pas rien. On va larguer des bombes sur des pays bleu, blanc, rouge au nom des citoyens français. Le Parlement, qui est la représentation nationale, n'a pas son mot à dire. Il a son mot à dire sur la reconduction de la guerre, mais pas sur le déclenchement. Par exemple, ce qui s'est passé dans la guerre en Libye. Bon, je pourrais parler du pouvoir nucléaire et de tous les pouvoirs ultra concentrés qu'il y a entre les mains du président de la République en France. Eh bien, qu'un homme confère François Mitterrand puisse être frappé d'une maladie qui pourrait interférer dans sa charge publique, je suis désolé, c'est une information d'intérêt public. C'est une information qui t'a choqué, qui, de mon point de vue, est beaucoup plus d'intérêt public que Mazarine. Mazarine Pinjot, dont il y avait eu un scandale sur... on a utilisé des moyens de l'État pour protéger cet enfant caché. Sincèrement, j'essaie de jouer franc jeu là. Si j'avais été journaliste à l'époque et j'avais eu les informations, je suis pas certain que je les aurais rendues publiques. Parce que au fond, si on réfléchit sur Mazarine, c'est quoi le problème ? C'est que ce soit un enfant adultérin. Moi, ça me choque pas que les moyens de l'État protègent des enfants du président. Ce sont des cibles, les enfants du président. Et on peut faire chanter le président. On peut prendre en otage les enfants du président. C'est normal de les protéger. Donc ça ne me choque pas qu'on protège une fille du président, même si c'est une fille cachée. Considérer que ce soit un scandale, ce serait considérer que c'est un scandale parce que c'est une fille adultérine. Donc je dis pas que j'aurais pas publié, je ne sais pas, je n'étais pas dans le contexte de l'époque, mais je dis que c'est, de mon point de vue, beaucoup moins d'intérêt public a priori, vu de loin, et d'où je suis, donc c'est facile de dire ça avec le recul, que la maladie du président. Et pourtant, la santé, le secret médical, est un secret qu'il faut évidemment protéger. Quoi de plus intime avec les sentiments, la vie amoureuse, que la maladie ? Mais agissons au cas par cas et à la jurisprudence. Revenons à la mythomanie présidentielle, la mythomanie supposée présidentielle. On a suivi le cache investigation d'hier d'Élise Lucet, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Il y a eu quelques petits décès suspects. À votre avis, qui est derrière ça ? Disons qu'il y a indéniablement un parfum de mort qui entoure le dossier libyen. Et de danger, forcément. Et de danger, surtout pour ceux qui savent, c'est-à-dire les témoins ou les acteurs directs du dossier. Il y a des exemples documentés, précis de ce que je vais dire. Par exemple, on a un ancien Premier ministre et ministre du pétrole libyen, qui s'appelle Choukri Ghanem, qui est au cœur de l'affaire des financements, qui a les mains dans le cambouis du financement présumé occulte de la campagne, et pas que, de la France et de la Sarkozy entre 2005 et 2007. De l'UMP. À l'époque, c'était l'UMP, mais pas que. Il y a aussi eu beaucoup de financement personnel, d'enrichissement personnel dans ce dossier. Cet homme, il est l'auteur de carnets manuscrits. Il consignait dans un carnet manuscrit ses mémoires, parce qu'il voulait écrire d'ailleurs son autobiographique. À la date d'avril 2007, il a consigné une partie des versements qui ont été opérés pour la campagne de Nicolas Sarkozy par la dictature libyenne. Ces documents, ils ont été retrouvés par la justice autrichienne, d'abord la police autrichienne, ont été transmis à la justice norvégienne dans le cadre d'un dossier
précis, et puis transmis à la justice française. Ces carnets ont été authentifiés par ces 3 pays européens, et authentifiés comme datant de 2007. Et c'est un élément majeur de l'affaire libyenne, moins pour ce qu'il décrit, les versements, qui ont été corroborés et documentés de manière extérieure à ces carnets, mais parce que, étant de 2007, ça vient fracasser la version de Sarkozy dans ce dossier. La version de Sarkozy dans ce dossier, c'est dire l'affaire libyenne, c'est une machination, c'est un complot qui a été créé à l'aube de la guerre par un régime aux abois, le régime Kadhafi. Bon, en 2007, Choukri Ghanem, il pouvait pas prévoir 4 ans à l'avance la guerre en Libye. Et en 2007, c'était la lune de miel entre Sarkozy et Kadhafi, on en a parlé, la visite notamment de décembre. Donc il ne pouvait pas prévoir 4 ans à l'avance, c'est pas possible. Donc c'est la preuve matérielle que ce que dit Sarkozy sur la soi-disant machination liée à l'affaire des financements est fausse. Bon, et ben cet homme, moins de 24 heures après des révélations de Mediapart sur cette affaire, c'était en avril 2012, il a été retrouvé au petit matin flottant dans le Danube, à Vienne, en Autriche, où il avait trouvé refuge pendant la guerre. Bon. Aujourd'hui, cette mort est considérée, je cite, ouvrez les guillemets, comme hautement suspecte, notamment par les services de renseignement américains, et notamment par un ancien conseiller d'Hillary Clinton, qui un jour lui avait écrit un mail en parlant de cette mort, dont l'objet était si tu aimes les crimes non résolus, lis cette histoire. Voilà. Bon. Mort suspecte. Bon. Il y en a une autre. Il y a un homme, le cache investigation de Nicolas Vescovaci et Elise Lucet en parlaient hier, non pas de cet homme, mais de l'objet qu'il a convoyé, à savoir des enregistrements clandestins. Le régime Kadhafi était connu pour enregistrer clandestinement ses visiteurs. C'est pas le seul dictateur à faire ça. Omar Bongo était réputé pour ça. Bon, et donc il y a toute une course-poursuite sur où sont les bandes. Les bandes, et est-ce qu'on entendrait dans ces bandes les négociations qu'il y a pu avoir entre les Français et les Libyens avant la présidentielle de 2007. Bien, il y a un homme qui s'appelle Mohamed al-Bishari, qui était le fils d'un ministre de Kadhafi, qui a été mort dans un accident de voiture d'ailleurs, dont on a découvert après que c'était un attentat du régime contre l'un de ses propres ministres. Et cet homme, Mohamed al-Bishari, était un anti-kadhafiste acharné. Bon. Pendant la guerre, et juste après la guerre, grâce aux rebelles, notamment de Benghazi, qu'il connaissait très bien, de Misrata, il a pu récupérer un certain nombre d'enregistrements. Des fameux enregistrements, des cassettes du régime libyen. Par l'entremise d'un eurodéputé, d'un ancien eurodéputé français. Comment il s'appelle ? Michel Scarbonchi, qui était un cousin de Bernard Scorsini, l'ancien chef des services de renseignement de Sarkozy. Le Squal. Dit le Squal. Cet homme a été présenté au service de renseignement français, à la fois à la DGSE, à la fois à la DCRI, qu'on appelle aujourd'hui la DGSI, qui était dirigée par Scorsini. Ce que je dis là est documenté au dossier judiciaire, je ne le sors pas de mon chapeau. Bon. Et il a présenté un extrait des enregistrements. On ne sait pas ce qu'il y a sur les bandes. On ne sait pas. On sait que c'est avec des Français, mais on ne sait pas qui parle et on ne sait pas de quoi. Ce qu'on sait, c'est que la bande a été authentifiée. Même par qui ? Par les services de renseignement français. Bon. Et donc, on sait que les fameux enregistrements clandestins, ils existent. Ils ont existé. Bon. Où ils sont maintenant. Bon. Quand le fameux Mohamed el-Bishari devait revenir en France, il habitait en Tunisie pour avancer dans les négociations et la remise des cartons, paraît-il, il y en avait 70 avec les bandes, sur le chemin de l'aéroport, en quittant sa maison à Tunis, il est mort. Il est mort d'une crise du diabète. Alors il a 38 ans, il avait 38 ans, il était diabétique. Bon. Comme tous les diabétiques, il savait se soigner, il faisait attention, il est mort d'une crise de diabète. Il y a eu très peu de diligence autour de sa mort. Voilà une autre mort. Je peux donner un troisième exemple, je ne veux pas être trop long, mais il y a un homme clé du dossier qui est l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, qu'on voit d'ailleurs dans le cache investigation, qui s'appelle Béchir Saleh. C'est un peu l'argentier du régime, l'homme de tous les secrets. Bon. Cet homme doit sa survie au sens propre du terme et au sens judiciaire du terme à 2 reprises à Nicolas Sarkozy, personnellement. D'abord pendant la guerre en Libye, alors qu'il est arrêté par le CNT, qui était le gouvernement transitoire libyen, les anti-kadhafistes, qui étaient en fait composés pour partie de kadhafistes, pour partie d'authentiques démocrates et pour partie d'islamistes, l'avait appréhendé, l'avait arrêté en 2011, et à la demande de la France, il a été relâché. C'est un homme qui, alors, lui, est totalement au cœur des financements libyens, et c'est la DGSE qui l'a exfiltré de Tripoli pour l'amener en Tunisie, puis en France.
Ça aussi, c'est documenté par des notes de la DGSE qu'on a rendues publiques à la fois dans Mediapart et dans le livre qu'on a fait avec Karl Lasquet sur l'affaire libyenne. Qui s'appelle comment ? Avec les compliments du guide, voilà, qui était un bouquin qui est sorti en octobre dernier chez Fayard. Bon. Cet homme est protégé ensuite en France. Il est territorialement en France alors qu'il est recherché par un mandat d'arrêt Interpol. Il a une notice rouge contre lui et il est protégé par la France de Nicolas Sarkozy. On est en 2011-2012. En 2012, on fait cette fameuse révélation. On publie un document issu des archives libyennes. Sarkozy dira que c'est un faux. La justice dira non, pas du tout à 2 reprises. Ça n'est pas du tout un faux. Bon. 5 jours après la révélation de ce document, qui a été destiné à Béchir Saleh, il était le destinataire de cette note, qui était une promesse de financement datant de décembre 2006 pour la campagne de Sarkozy par les Libyens. Panique au sommet de l'État, parce qu'on découvre que la France, en fait, a sur son sol un Libyen recherché par Interpol et le gouvernement qu'on a installé, et en fait, on le protège au lieu de le remettre aux autorités compétentes. Le même Bernard Squarcini, c'est indigne d'un film d'espionnage, avec un intermédiaire qui s'appelle Alexandre Jory, organise, alors c'est une scène de genre incroyable, de polar, organise, ça se passe d'abord au pied de la Tour Eiffel, il y a des rendez-vous confidentiels au pied de la Tour Eiffel, et organise la fuite de Béchir Saleh de France. C'est-à-dire que les autorités françaises, au lieu de l'arrêter et de le présenter à Interpol et puis de le déférer devant les Libyens, ils font le contraire. Ils organisent sa cavale. Et là, il y a des éléments de cette période 2011-2012 qui montrent que Béchir Saleh dit qu'il sera redevable à vie à Nicolas Sarkozy de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le dossier judiciaire ouvre même une piste incroyable, c'est que Béchir Saleh, en fait, est parti avec l'essentiel des documents sur le financement libyen de la France en 2007, et que c'était même sa monnaie d'échange pendant la guerre pour être sauvé de la sorte. Ça aussi, c'est au dossier judiciaire. Bon. Cet homme, pendant des années, et on comprend pourquoi, vu la fidélité, la loyauté qu'il a vis-à-vis de l'homme qui l'a sauvé, a toujours catégoriquement démenti l'affaire libyenne. Bon. Mais le temps a fait son œuvre. Je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il a commencé à un peu amender ses démentis. D'autant qu'il est complètement fait par l'enquête judiciaire. C'est l'homme qui est derrière les financements de Claude Guéant et l'achat de son appartement en 2008, entre autres. Bon. C'était le directeur de cabinet de Kadhafi, c'était l'opérateur de tout ça. Bon. Eh bien cet homme, en février dernier, il a été victime d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud où il est réfugié. Il a pris une balle ? Il a pris 2 balles. Il a survécu miraculeusement, c'est un miracle. C'est lui qui était visé, son chauffeur n'a pas été visé, manifestement la voiture n'a pas été visitée, donc ça ne ressemble en rien à un crime crapuleux. On a même, nous, interrogé sa famille, qu'on a retrouvée dans Mediapart, et son frère a dit « c'est lié à l'affaire libyenne ». Bon, c'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai, mais en tout cas c'est intéressant de savoir que les plus proches de Béchir Saleh imputent cette tentative d'assassinat à ses volontés de commencer à parler, parce qu'il commençait à vouloir parler à la justice. J'ouvre une parenthèse, il n'y a pas eu d'analyse balistique, on sait quel calibre, on sait... Alors moi, je ne connais pas le dossier criminel sud-africain. J'adorerais, je le connais pas, donc je peux pas répondre à cette question. Mais voilà, une 3e personne. Alors lui n'est pas mort, mais que la mort a frôlé dans cette affaire. Et puis il y a un autre qui est le premier des Kadhafi, c'est quand même Mouammar Kadhafi. La mort de Kadhafi demeure aujourd'hui un mystère. Qui a tiré ? Eh ben on sait pas. Voilà. Kadhafi d'abord renverser le régime et tuer le tyran. C'était pas dans le mandat de l'ONU déjà. De base, comme dirait mon fils, c'était pas dans le mandat de l'ONU. Le mandat de l'ONU, c'était une no-fly zone. Bon, dès les premières heures, voire les premiers jours de la guerre, en fait, on a violé la résolution de l'ONU. Bon. On sait que en octobre 2011, Kadhafi s'était réfugié à Sirte, qui était sa ville natale d'ailleurs, et puis il s'enfuit. C'était un convoi d'une dizaine de 4x4. Avec des 4x4 français équipés par nos technologies. Alors là, c'était pas en effet, parce qu'Amésis avait aussi vendu un 4x4 équipé à Kadhafi. Manifestement, c'était pas celui-là qu'il avait quand il s'est enfui. On sait que c'est un drone américain qui a d'abord droné le convoi pour le disloquer. Il y avait entre 45 et 70, selon les sources, 4x4 dans le convoi. Puis c'est un avion français, c'est la dernière bombe de la guerre, c'est un avion français qui a tiré pour tuer. Voilà. Bon. Miraculeusement, là lui aussi, il en réchappe. Et on a tous vu les images de Kadhafi, chopé par la foule, lynché par la foule. Il était extrait comme ça d'un conduit d'égout. Il était plus que sévèrement molesté. Il est mis vivant sur
sur une voiture. Vous vous rappelez de ses dernières paroles? Non, c'était quoi ces dernières paroles? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, il y avait aussi paraît-il, un tout ça pour ça, qui a un côté très shakespearien voilà. Et là, on n'a plus d'image après, et on a le cadavre de Kadhafi, et on voit l'impact de balles. Bon, l'ONU a demandé à pouvoir faire une autopsie et avoir accès, s'il y en avait eu, aux autopsies du cadavre de Kadhafi. Le CNT, donc le gouvernement transitaire libyen, qui était vraiment dans la main de la France et du Qatar à l'époque, a refusé. Donc on n'a pas de vérité médicale scientifique sur la mort de Kadhafi. Ce qu'on sait en revanche, notamment grâce aux révélations, pas que, mais du Canard enchaîné et de son ancien rédacteur en chef Claude Angéli, c'est qu'il y avait une 50aine d'hommes des forces spéciales françaises sur place, autour de la scène qu'on décrit. Alors moi, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui a tiré. Ça peut très bien être un Libyen qui, vivant sous le joug de la dictature, se venge, comme ça peut arriver dans ce type de scène. Ça peut être un des participants à la coalition, un agent, une barbouze, j'en sais rien. Ce qui est certain, ce qu'on peut dire de manière factuelle, c'est que rien n'a été fait pour le garder vivant. On le chope, il est vivant. Rien n'a été fait, alors que si on avait des forces militaires sur place, il y a quand même un mandat d'arrêt de la CPI, de la Cour pénale internationale contre lui. On aurait pu le prendre vivant, l'exfiltrer, puis l'amener à La Haye pour qu'il soit jugé. Bon, le résultat est le même. Qui est tiré contre lui, sur lui, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus témoigner, lui non plus. Est-ce que le fait que Sarkozy aille faire des petites conférences au Qatar, à Doha, c'est un petit retour de service? Pas du tout? Je sais pas, mais en tout cas, je sais pas si c'est un retour de service, mais en tout cas, ça montre ça montre l'étonnante porosité qu'il peut y avoir immédiatement. C'est même plus du pantouflage, quoi. C'est une espèce de fusion-acquisition entre un milieu qui est celui normalement de la sphère publique et de l'intérêt public, avec des milieux financiers qui sont pas réputés pour leur philanthropie, et la sphère de l'argent privé. Et donc évidemment, ça peut que questionner comment un homme qui a été le premier magistrat de France, le garant des libertés, le garant en partie de la Constitution, etc., à la tête de l'État français, se retrouve à faire des conférences. On avait diffusé, nous, une fois, on avait récupéré l'enregistrement d'une des conférences de 45 minutes. Je crois que c'est à peu près 100 000 €, les 45 minutes pour Sarkozy. Sauf son respect, c'est indigent. C'est indigent ce qui était raconté. Bon, voilà. Bon, s'il y a des gens qui ont envie de payer 100 000 € pour ça, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça mériterait de voir et de creuser un peu quels étaient les liens avec qui payer pendant qu'il était président. Voilà. Parce que le financement, c'est pas qu'après. Enfin, c'est pas qu'avant qu'il y ait des faveurs et des contreparties. Ça peut être après, une sorte de rétro-financement. Est-ce que Claude Guéant est un crétin? Non, je crois pas que Claude Guéant est un crétin, et je crois même que c'est tout sauf un crétin. En revanche, je crois que c'est un homme dont la loyauté confine pour certains de ses proches à la folie aujourd'hui. Alors, quand je dis crétin, c'est utiliser moins de 800 € en temps d'année. Il faut être un peu bête. Alors, il faut être quoi? Non, il faut être gonflé. Mégalomane? Non, il faut être gonflé d'un sentiment d'impunité dont nous, qui n'évoluons pas dans ce type de milieu, avons du mal à saisir l'ampleur. C'est la maladie du pouvoir? Ouais, c'est la maladie du pouvoir français. Je peux même dire que moi, dans toutes les enquêtes que j'ai faites, j'y ai trouvé deux invariants. Tout le temps. C'est les paradis fiscaux, une espèce de boîte noire comme ça, au cœur de la mondialisation, qui permettent pas simplement d'éviter de payer l'impôt. Ça, c'est une des fonctions des paradis fiscaux, mais c'est surtout des lieux qui permettent de dissimuler l'origine et la destination de l'argent sale. L'argent du crime, l'argent de la drogue, l'argent de la corruption, parfois l'argent du terrorisme. Bon. Et le deuxième invariant, c'est le sentiment d'impunité. En fait, on ne mesure pas, et c'est pour ça d'ailleurs que les policiers anticorruption, même si c'est des années après, ça peut paraître surprenant vu de l'extérieur, mais vont perquisitionner des années après des gens sur des faits subodorés qui auraient été commis par exemple 10 ans avant. On se dit mais quand même 10 ans après, ils trouvent souvent
il trouve quelque chose dans un bouquin, il trouve même des choses sur la table, pour Claude Guéant. Et en effet, il y a une telle déconnexion du pouvoir, et les atours du pouvoir, que là, ils ne se rendent même plus compte que, oui, en fait, on peut vivre tranquillement dans ce monde-là, en ne retirant en 10 ans que 800 euros en 10 ans, et en payant tout ce qu'on a à payer de sa vie privée en cash, et parfois, voire même souvent, en billets de 500 euros. Et ça n'est pas déclaré, tout ça est complètement hors sol du point de vue des textes réglementaires, mais on peut aussi, et c'est sidérant, s'acheter un très bel appartement derrière l'Arc de Triomphe, c'est toujours Claude Guéant, en mars 2008, c'est 3 mois après la visite de Kadhafi. Qu'il n'a pas payé très cher d'ailleurs. Qu'il a payé 700 000 euros pour un 90 mètres carrés, et il a amené 500 000 euros qui sont arrivés sur son compte en banque 20 jours plus tôt, juste avant l'achat devant le notaire, en faisant croire que cet argent provenait de la vente de petites toiles d'un peintre hollandais. Bon, des toiles qui valaient plus de 10 fois moins. 30 000 euros. Voilà. En fait, cet argent, c'est un montage qui passe par le truchement de sociétés offshore, dont le prix a été compensé par qui ? Par la Libye. Et le cache investigation le montrait bien. Et nous, on l'avait raconté il y a déjà plusieurs années dans le journal, mais on peut factuellement dire aujourd'hui que la Libye est liée à l'achat de Claude Guéant. Et il a cru que ça allait marcher. J'ouvre une parenthèse sur la upper class. Quand on fait l'addition de tout ça, on va dire les 800 000 euros pour son appartement, son train de vie de ministre, on va dire, payé en cash, ça fait pas grand chose en fin de compte. Ça fait quelques millions d'euros. Ça fait déjà beaucoup pour beaucoup de gens. Non mais pour la upper class, c'est rien. Par rapport à un monde qu'ils peuvent fréquenter, oui, c'est peu, mais... Parlons de ce monde-là. C'est ce qu'on trouve. Ouais, parlons de ce monde-là. Le monde des paradis fiscaux, le monde de la concentration du pouvoir, le monde des yachts de plus de 100 mètres de long. Vous connaissez ce monde-là un peu ? Non. Jamais ? Une petite soirée cocaïne pute à Saint-Barth, jamais ? Non, jamais. Non. Moi, je pars du principe que mon boulot, c'est de raconter le monde tel qu'il est. Donc mon boulot, c'est pas de me boucher le nez pour aller comprendre comment ça se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que je me fais honneur dans mon téléphone, dans mon carnet d'adresses, d'avoir des corrompus, des corrupteurs, des gens de peu, des gens de bien, des gens qui ont fait de la prison, des braqueurs, des gens qui sont passés en cour d'assises, des ministres, pourquoi pas des présidents, des agents secrets, des policiers, des magistrats, peu importe, des syndicalistes, chefs d'entreprise, etc., etc., etc. Et vous avez un iPhone. Et ouais, j'ai un iPhone. Et c'est un scandale. C'est pas le bon lieu pour le dire. Voilà. Donc, bien évidemment, quand j'essaye d'écrire sur des escroqueries, par exemple l'escroquerie dite à la taxe carbone sur laquelle j'ai beaucoup écrit, je fréquente les escrocs. J'essaye de fréquenter leur milieu, j'essaye de... Voilà. Ça veut pas dire... Pour répondre on fait pour pas se cramer. Non, mais moi, je n'ai d'abord aucune fascination. J'ai aucune fascination. J'ai pas d'attrait... Les femmes, l'argent, le pouvoir, j'ai pas d'attrait du tout là-dessus. Du tout. Et donc... mais je me suis jamais retrouvé sur une... Ce serait un gonzo génial. Hein. Moi, j'adorerais me retrouver sur une soirée, genre le Loup de Wall Street, et à raconter, en étant à côté de DiCaprio, plutôt son personnage qui joue, comment ça se passe. Plein de journalistes font ça hyper bien, notamment dans les pays anglo-saxons. Voilà, j'ai aucun surplomb par rapport à ça. En revanche, je connais ce monde-là par les éléments et notamment documentaires qu'on récupère sur je sais ce que c'est un yacht, je sais combien ça coûte, je sais comment ça se finance, je sais ce qu'on peut y faire, notamment ces liens faussement d'amitié qui sont des liens de cupidité, qui sont des liens de corruption. Hein, c'est par là que commence la corruption. Le hortefeux ou Jean-François Copé sur le yacht de Takiedine, c'est le début de la corruption. C'est le début de la corruption. Quand l'un est au ministère de l'Intérieur, l'autre au ministère du Budget, l'homme est marchand d'armes, c'est l'un des plus gros fraudeurs fiscaux qu'on connaisse. Et il y a des photos sur le yacht,
avec les femmes, on les voit, ou dans la piscine, la fameuse photo de Copé, là, qu'on avait rendue publique, de Copé barbotant, en quelque sorte, dans la fraude fiscale, puisque la piscine, hein, et toute la maison au Cap d'Antibes faisait partie d'un énorme montage frauduleux, hein, du point de vue du fisc, qui a réclamé depuis, je crois, plus d'une vingtaine de millions d'euros à Takieddine, après nos révélations. Donc c'est un monde dont les mondanités sont parfois le marchepied de la corruption. Voilà. Ça n'est pas que du plaisir. C'est dans ces moments qu'on fait des photos. Et puis les photos, c'est embêtant. Voilà. C'est peut-être comme ça qu'ils se tiennent. Ça peut être, notamment comme ça, bien sûr. Puis ils peuvent faire d'autres choses aussi, non ? Je sais pas, après ça, oui, on peut faire plein de choses. Ouais. Hors la loi. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Revenons à notre affaire. Quand on voit Sarkozy pousser des grands cris d'orfraie, ça t'a fait quoi de voir ça, genre il raconte n'importe quoi, Mediapart, le document était faux, ça passe à TF1. Ouais, ça passe à... moi j'ai un avocat en droit de la presse là, avec qui je m'entends bien, Christophe Bigot, qui est un super avocat, qui est l'avocat qui avait relu le livre pour Fayard, qui est spécialisé notamment dans les maisons d'édition, qui est un mec absolument génial. Et il m'avait appelé après le passage de TF1, il m'avait dit j'espère que vous allez demander un droit de réponse équivalent pour passer à... C'était un peu une boutade, mais c'était en droit, c'était pas faux, parce que on a compté, hein, il a cité 10 fois Mediapart. Voilà, aux 20h de TF1, 10 fois, c'est super. En même temps, on a un attaché de presse absolument formidable. C'était déjà le cas pendant l'affaire Bettencourt, donc on va surtout pas lui demander d'arrêter ça. Mais en fait, ce qui était incroyable après sa mise en examen, c'est de voir un ancien président de la République, alors qui sur la forme il est impressionnant, quoi. Il est vigoureux, il est droit dans ses bottes, dans la forme, il est hyper combatif, il est même violent d'un point de vue symbolique, la façon dont il s'exprime, etc. Mais en réalité, sur le fond, ce qu'il raconte, c'est un bullshit de A à Z. Il n'y a pas un truc factuel qu'il a dit sur le 20h de TF1 qui est vrai. Pas un truc. Même quand il dit qu'il a appris qu'il allait être placé en garde à vue le matin même, c'est faux. Même ça, c'est faux. Voilà. En fait, il savait depuis 1 mois et demi qu'il allait être entendu comme mis en cause par les policiers, donc il a eu le temps. Et les policiers ont agi comme des gentlemen. Hein. Il a eu le temps de préparer son audition, Sarkozy. Bon, il a eu 1 mois et demi pour le faire. D'ailleurs, il connaît le dossier par cœur quand il arrive en garde à vue. D'ailleurs, il arrive avec sous le bras, pour la petite anecdote, avec notre livre qu'on a fait avec Karl Lasque, dont je parlais tout à l'heure. Il vient avec notre livre pour dire à quel point c'est... Bon. Mais en fait, on a un Sarkozy qui fait semblant, il n'est pas bête, en plus c'est un ancien avocat, et toujours avocat, il fait semblant, parce qu'il pense que ce qu'il lui faut gagner, c'est la bataille de l'opinion publique, il fait semblant de croire que son problème, c'est Mediapart. C'est pour ça qu'il nous déchire. Et il veut dire, en fait, il dit kadhafistes sont des dictateurs, c'est des tueurs, Mediapart, c'est des faussaires, Takieddine, c'est un fou. Voilà. Il fait du Schopenhauer de cuisine. C'est ça, c'est une stratégie comme si les juges français, 3 des plus grands magistrats français, la police anticorruption, le parquet, allaient décider d'accuser et de mettre en examen un ancien président de la République en faisant confiance aveuglément à l'ancien régime dictatorial, en faisant confiance aveuglément à Takieddine, ou en ne se basant que sur les enquêtes de Mediapart. Juste un tout petit peu de respect pour les magistrats et les policiers qui bossent depuis 5 ans sur ce dossier. C'est quand même un ancien président, un ancien ministre de l'Intérieur. Mais en fait, son problème, c'est plus Mediapart. Là, il s'est cru en 2012. Il a cru qu'il était dans une campagne présidentielle ou je sais pas quoi, mais nous, c'est fini, en fait. On n'est plus son problème. Son problème s'appelle les juges. C'est devant eux qu'il va falloir qu'ils se battent. Et il a le droit de se battre, et évidemment qu'il a le droit de contester sa mise en examen, il a le droit, avec tous les moyens de la loi, de se battre, et c'est bien la moindre des choses, et il est présumé innocent. Mais non seulement il se trompe d'adversaire, et en plus, quand il essaye d'avancer des pions factuels, c'est totalement bidon. J'ouvre 2 parenthèses. La première, c'est... Je fais la 4e. Ouais, bon, t'inquiète pas, il nous reste 1h30. La première, c'est le cash qui circule pendant la campagne. Énormément de cash. Tout le monde reçoit des petites enveloppes à gauche, à droite. Ça t'a pas posé des problèmes, en sachant qu'il y a quand même des services de renseignement en France qui doivent avoir un œil dans les campagnes, qui doivent voir un petit peu ce qui se passe, que tout le monde ferme sa gueule pour être trivial?
Alors, le service C'est la d'enseignement... crainte. Non, service de renseignement, je sais pas, mais... Est-ce que tu te rappelles la fusion entre la DCRI et la DST? Entre la DST et l'ERG, pardon. Le FBI à la française. Où il y a eu un bon écrémage de tous les anti-sarkozystes, juste au même moment. Est-ce que tu penses que ils ont même mis la main sur les services de renseignement pour faire taire ce qui se passait? Alors, il y a deux questions. Il y a la question du cash, du contrôle, et la question de la privatisation... De la remontée de l'information auprès de la justice. La privatisation du renseignement. Bon. Moi, je ne sais pas ce que les services de renseignement, j'ai pas d'éléments, donc je ne sais pas sur la campagne présidentielle de 2007. Je vais répondre sur les deux questions. Prenons le cash. En effet, il y a eu un usage immodéré du cash. Hein. Il y a eu une abondance d'enveloppes en liquide dans cette campagne. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote qui, pour moi, qui n'est pas qu'anecdotique d'ailleurs, est très bavarde et résume tout dans ce dossier. L'homme qui est le directeur de la campagne, c'est Claude Guéant. Bon, c'est aussi l'homme qui est le plus en lien avec le régime libyen, avec Taqieddine. Ils se voient tout le temps, ils s'appellent, ils s'écrivent des notes, et bon, tout ça a été retrouvé, hein. D'abord par Mediapart, puis par la police. Eh bien, cet homme qui est directeur de campagne, Guéant, le temps de la campagne présidentielle, il ouvre une chambre forte dans une banque. Bon. Pour la petite anecdote, il est à la BNP, lui, il est client de la BNP, il va à son agence, je crois que c'est Saint-Philippe-du-Roule, mais je suis plus sûr de ça. En tout cas, il va à son agence à Paris et dit, voilà, moi je veux un coffre-fort. Ils lui disent, bah voilà, monsieur Guéant, bien sûr, on a un coffre-fort et tout ça. Et donc il lui montre, il dit, ah, non, mais moi il m'en faut un très très grand. Il dit, ah ben non, mais nous ça on n'a pas ici, il faut aller à l'agence Opéra. L'agence Opéra, c'est la grande agence, l'agence vitrine un peu de la BNP à Paris. Bon, il va là-bas et il lui ouvre une chambre forte si grande qu'un homme peut y rentrer debout. C'est pas rien, c'est un truc immense. Bon. Il l'ouvre le temps de la campagne, il la ferme à la fin de la campagne, et le temps de la campagne, il y va 7 fois. On ne sait pas ce qu'il va chercher, mais il y va 7 fois. Quand il est entendu en garde à vue, on lui demande, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre forte? Les discours. Voilà. Il a dit, il y avait des documents du ministère de l'Intérieur et des discours de Nicolas Sarkozy. Bon. Évidemment, tout le personnel de la campagne qui a été entendu par les policiers, c'est au mieux à opposer une sorte de silence extrêmement embarrassé aux enquêteurs, au pire, pour lui, était se bidonner, quoi. Il y a vraiment des réactions sur procès-verbal. Ils disent, mais c'est hallucinant. Je veux dire, les discours, en fait, ils étaient disponibles sur l'intranet de Nicolas Sarkozy. Et quel est l'intérêt d'aller mettre des documents de travail dans une banque qui a des horaires de fermeture, alors qu'on pourrait les avoir au QG de la campagne qui est sécurisé, où il y a aussi d'ailleurs des chambres fortes. Bon, évidemment, les enquêteurs ont un peu de mal à penser qu'il y avait simplement du papier et des discours, mais en tout cas une autre forme de papier dans ces coffres. Bon, Éric Woerth, qui était le trésorier de la campagne présidentielle en 2007, il a été entendu dans le dossier. Il a dit c'est vrai qu'il y avait du cash. En fait, c'était des dons anonymes qu'on recevait par la poste. Hein, par la poste. Voilà. Bon. Alors Pat Pau, le chef du courrier de l'UMP, a été entendu. Bon, il dit, on n'a jamais reçu d'enveloppe avec des billets de 200, des billets de 500 anonymement par la poste. On imagine le gars ou la nana qui va financer une campagne électorale et qui va mettre anonymement 500 € et les envoyer. Bon, tout ça n'a absolument aucun sens et ça a été démenti. Alors Woerth, il a conscience du problème. Il dit c'était que 35 000 €. Bon. En réalité, au regard de l'enquête, c'est inchiffrable parce qu'on parle de centaines et centaines et centaines d'enveloppes. Et c'est inchiffrable pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on utilise le cash. Parce que ça ne laisse pas de traçabilité, le cash. C'est exactement la raison. Et pour répondre à la question, il y a normalement une commission de contrôle des comptes de campagne en France. Mais en fait, c'est le Moyen-Âge, cette commission. Elle n'a pas de moyens d'enquête. Elle fait la preuve à chaque élection de son impuissance. C'est quand même la commission qui a raté juste plus de 20 millions d'euros de fausses factures dans l'affaire Big Malion, hein, en 2012. Paul Bismuth. Voilà, bon, c'est-à-dire que l'affaire Big Malion nous a quand même montré qu'une campagne présidentielle pouvait coûter plus du double du plafond autorisé. Bon, donc on voit à peu près ce qu'il a pu se passer dans l'affaire des financements libyens pour 2007. Et donc là, il y a une atrophie très très française du contre-pouvoir vis-à-vis de cette commission qui n'a de contrôle en réalité que le nom, qui par ailleurs fait tout pour ne pas demander de moyens à une classe politique qui est absolument ravie de ne pas les lui donner pour travailler. Bon, voilà.
Ensuite, il y a la question des services de renseignement. Et c'est vrai que tout ça se passe dans un moment très restreint, qui est entre 2005 et 2007, le moment où Sarkozy, à part un petit passage de 4 mois à Bercy, est ministre de l'Intérieur. Et en effet, il fait cette fusion des RG et du contre-espionnage, la DST, la Direction de surveillance du territoire, pour créer ce que Squarcini, qui était son premier patron, appelait le FBI à la française, la DCRI, dont le premier dossier est quand même un fiasco majeur, l'affaire de Tarnac, dite de Tarnac. C'est quand même le premier dossier de la DCRI. On a vu ce qu'il en a coûté pour la notoriété de ce service avec la relaxe de ces dernières semaines. Et en effet, on a vu que la DCRI, à maints égards, il ne s'agit pas de jeter tous les agents, il y a des gens absolument formidables qui bossent là-bas, il y a des gens qui luttent contre le terrorisme, il y a des gens qui comptent pas leurs heures, et des fonctionnaires absolument extraordinaires. Il s'agit vraiment pas de dire qu'il y a des... Voilà, qu'il y en a encore des bons là-bas. Mais bien sûr, qu'il y a des blocs monolithiques avec les méchants des services et tout, c'est vraiment absolument pas mon propos, mais c'est vrai qu'il y a eu, sous Sarkozy, une volonté de faire de la DCRI la brigade du chef. Et alors là, j'ai une autre anecdote très courte, mais qui pour moi dit... Oui, pardon, je dis très court, parce que je suis habitué aux interviews, il faut faire court. Mais qui dit tout de cela, et qui est dans l'affaire libyenne. Sarkozy, en 2013, il est plus président, mais il panique, littéralement, il panique au sujet du témoignage d'un homme qu'on a vu dans le Cache Investigation, qu'on avait interviewé dans Mediapart, qui est le traducteur de Kadhafi. Le professeur Moftami Souri, qui est diplomate, contre qui il n'y a jamais rien eu. C'est-à-dire les anti-kadhafistes l'ont jamais poursuivi, la France l'a jamais poursuivi, quelqu'un de très honorable, entre guillemets, et qui a été les yeux, les oreilles et la bouche de Kadhafi dans les relations françaises pendant des décennies. Bon. Et Sarkozy était paniqué sur l'éventuel témoignage en 2013 que cet homme pouvait livrer à la justice, voire aux journalistes. Et ce qu'il fait, c'est qu'il appelle à 2 reprises, il est plus président, il faut quand même imaginer la scène, il appelle le chef des services secrets de la DCRI, qui s'appelle Patrick Calvar, et il lui demande ce qu'ils ont sur Moftami Souri. Bon. Et Calvar est hyper prudent, et il répond pas. Il dit oui, monsieur le président. Il l'appelle quand même monsieur le président, mais bon, il n'est plus président. Mais voilà. Et puis en fait, il rappelle pas. Et Sarkozy appelle son chef de cabinet, parce qu'en tant qu'ancien président, il a quand même un cabinet, il a quand même un chef de cabinet. Le chef de cabinet qui, pour la petite anecdote, il s'appelle Michel Gaudin, c'est l'ancien patron de la police nationale. Ça montre un peu le prisme de Sarkozy, qu'il lui faut un patron de la police comme chef de cabinet en tant qu'ancien président. Il l'appelle, Gaudin, Sarkozy, et il est énervé. Il dit mais Calvar, il rappelle pas, etc. Et il a cette phrase exceptionnelle, Sarkozy. Il dit, mais il nous est fidèle, lui, point d'interrogation. C'est-à-dire que l'ancien président de la République, parlant du patron des services secrets intérieurs à son chef de cabinet, demande si, est-ce qu'il nous est fidèle, lui. Si c'est pas une phrase mafieuse, ça, j'assume, si c'est pas une phrase mafieuse, c'est quoi ? Bon. Mais pourquoi il dit ça ? Parce que pour répondre à la question sur les services de renseignement, oui, sous Sarkozy, je ne sais pas si c'est plus, en tout cas que pour d'autres gouvernements ou d'autres présidences. La cellule de l'Élysée sous Mitterrand, on a vu ce que c'était. Le patron du journal pour lequel je travaille, Edoui Plenel, était quand même le journaliste le plus écouté par Mitterrand. Mais sous Sarkozy, en effet, on a considéré que les services secrets, en tout cas intérieurs, étaient sa chose. C'était la brigade du chef. Voilà. Et c'est pour ça qu'il se sent impunément capable de dire en 2013, mais est-ce qu'il nous est fidèle, lui ? Voilà. Et ça, pour moi, ça dit tout. C'est le petit événement c'est la leçon de choses parfaite de l'état d'esprit de certains au pouvoir face à ce type de dossier. On va revenir à notre affaire, qu'on n'a d'ailleurs pas quittée. On a Sarkozy qui a nommé un pseudo-ambassadeur bodybuildé qui a manqué de respect au monde arabe tout entier, qui s'est fait toper avec énormément d'argent liquide à la guerre du Nord, avec des billets qui étaient avec des numéros de série qui se suivaient. Ouais. La Banque Centrale Européenne est capable
de dire d'où ça vient. Ouais. Pourquoi la Banque Centrale Européenne ferme... La personne en question, c'est Boris Boyon. C'est un homme qui doit toute sa carrière à Sarkozy. Voilà. Il était déjà avec Sarkozy au ministère de l'Intérieur. C'est déjà le conseiller diplomatique de Sarkozy au ministère de l'Intérieur. C'est devenu son Sherpa, comme on dit, un conseiller diplomatique à l'Élysée. Puis après, il a eu une carrière d'ambassadeur. Voilà. Bon. On le voit dans le reportage de Cache Investigation. Ils ont retrouvé une image d'archive incroyable où on le voit là comme les pompiers là faire la planche. Bon. En effet, c'est un peu l'ambassadeur en slip de bain. Parce que son compte Facebook était interrompu. Il était en slip et tout ça. Bon. Très un peu James Bond, etc. Il allait sur des forums extraordinaires. Ouais. Ah bon, ça je... bon. Et c'est vrai que ce Boris Boyon s'est fait choper comme un bleu en juillet 2013, gare du Nord. Il allait montrer dans le Thalys qui allait l'amener à Bruxelles. Et là, il y a des douaniers qui lui ont tapé sur l'épaule. Bonjour monsieur. Alors, il était habillé en jean polo. Il n'avait pas de téléphone sur lui. Il n'avait pas de papier sur lui, pas de papier d'identité. Il avait juste, si je peux me permettre, juste 2 cartes bleues sur lesquelles il y avait son identité. Donc bon, il est quand même pas si futé que ça. Il y a quand même son nom sur la carte bleue. Enfin, il y en avait 2. Et les douaniers lui disent, bon, c'est une phrase réglementaire, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer supérieur à temps, etc. Il dit non. Il dit bon, bah, très bien, est-ce que vous pouvez ouvrir? Alors il avait un petit sac à la main, puis un sac à dos. Et donc il ouvre, et dans le sac, il y a un sac. Il ouvre le sac dans le sac. Dans le sac, il y a un sac plastique qu'il ouvre. Et là, il y a 350 000 € en cash et 40 000 $ en cash sur les 2 sacs confondus. Bon. Et il dit, Boris Boyon, parce que les douaniers lui disent, d'où vient l'argent? Bon. Parce que déjà, là, de base, il y a manquement déclaratif. Bon, voilà, ça c'est illégal. Blanchiment de fraude fiscale, parce que c'est de l'argent qui n'est pas déclaré, très bien. Mais il y a d'où vient l'argent? Quelle est l'origine de l'argent? Et donc, il monte un chantier pas possible en disant que c'était de l'argent que lui avait versé un entrepreneur irakien, parce que quand il avait été, après avoir été ambassadeur en Irak, il avait monté une boîte de consulting pour faire du business. Ce qui montre d'ailleurs que on est ambassadeur, après on pense qu'on peut faire du business avec le pays dans lequel on a été ambassadeur, tout va bien. C'est comme les conférences de Sarkozy, tout va bien. Bon, il se trouve qu'en fait c'est pas vrai. C'est complètement bidon. L'entrepreneur dit qu'il l'a jamais rémunéré, mais c'est complètement bidon pour une raison encore plus simple, c'est que en effet les billets d'abord sont neufs et tous les numéros se suivent. Et ça veut dire une chose très simple, c'est que les billets n'ont jamais été mis en circulation dans l'économie réelle. Voilà. Et que ces billets proviennent de lots fabriqués par des banques centrales européennes. L'enquête a déterminé que ça avait été fabriqué par une banque centrale, de mémoire la Finlande, qui a livré des palettes à l'Irlande, Banque centrale d'Irlande, parce que les banques centrales se livrent de l'argent, et l'Irlande n'a pas voulu dire à quel pays elle a livré. Voilà. L'Irlande, qui est très jalouse de sa réputation de mauvaise coopérante judiciaire, on parlait d'Apple tout à l'heure, c'est quand même là que Apple cache ses milliards pour ne pas payer d'impôts. C'est un pays, c'est pas un bon partenaire du tout dans la coopération internationale, que ce soit fiscale ou judiciaire, l'Irlande. Et l'Irlande ne répond pas, il n'a pas voulu répondre, d'après ce que je sais, à 2 reprises au parquet de Paris pour leur dire à qui elle a livré les palettes. Ce qu'on sait, c'est que Boris Boyon était très 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 proche des Libyens. Très proche. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un témoin anonyme dans le dossier, un témoin protégé. Je préfère que témoin anonyme, parce que témoin anonyme, on a l'impression que c'est une planche pourrie qui vient raconter anonymement des choses. Témoin protégé, parce que témoin anonyme, c'est une procédure très spéciale en France, parce que la personne est jugée crédible par les enquêteurs, mais il faut absolument la protéger pour des raisons de sécurité. Bon. Et il y a un témoin protégé, c'est le témoin 123, dans le dossier, le témoin 123, qui livre des éléments très embarrassant sur Boris Boyon. Est-ce que ça suffira à le mettre en cause judiciairement? J'en sais rien. Mais disons qu'on est à ça de lier le cash de Boris Boyon potentiellement à la Libye. Et on sait aussi, par exemple, que Boris Boyon, quand il était à l'Élysée, il a fait naturaliser la femme de Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Kadhafi dont je parlais tout à l'heure, contre l'avis de la préfecture. On a les courriers, on les a rendus publics. La préfecture a dit, elle ne remplit pas les critères. Elle ne remplit pas les critères. Elle remplit à ce point pas les critères que cette femme a été condamnée pour esclavage.
moderne contre des domestiques qui vivaient mais dans une indignité totale. Parce qu'ils avaient une maison, les Salés, en France, à la frontière suisse, vers Ferney-Voltaire. Bon, eh bien, il y a un courrier signé Boris Boillon, en tête de l'Élysée, qui fait pression sur la préfecture. La préfecture dit non, nous on fera pas. Elle remplit pas les critères, on la naturalise pas. Encore des bons fonctionnaires quand même. Hein. Et bien sûr, on a des fonctionnaires fabuleux. Et elle a quand même été naturalisée. Voilà. Au journal officiel, elle a été faite française par la grâce de Boris Boillon et donc de Nicolas Sarkozy, puisque c'était la prolongation de... Voilà. Et donc là, bah oui, les billets, quand on les chope, c'est ça qui est rare, c'est de choper les billets. Sur Boris Boillon, on a chopé les billets. C'est le cash de la campagne, on ne sait pas où il est. Évidemment, ce cash, il est hors comptabilité. On ne va pas le retrouver 10 ans après. Là, on a trouvé des billets de Boris Boillon. Eh bien, on a encore une espèce de métastructure, de parastructure, qui empêche la vérité totale d'éclater. Et ça, c'est sidérant. C'est sidérant. Revenons à l'intervention de Sarkozy sur TF1. Il a cherché clairement à avoir l'opinion publique dans sa poche en se victimisant face à Mediapart. Et comment on fait, nous, la plèbe, pour s'endurcir face à la propagande politique et la propagande de guerre Ouais, ben c'est un enjeu capital, parce que de fait, c'est une audience importante, voilà, le 20h de TF1. C'est pour ça que, par exemple, à titre personnel, et c'est de mon petit niveau, mais dès le lendemain, bon, il y a des médias qui me l'ont proposé, donc j'ai été content, mais j'ai sauté sur l'occasion de faire la matinale de France Inter, puis Jean-Jacques Bourdin, qui sont des matinales très écoutées, pour croiser le fer avec ce que Sarkozy avait dit la veille. Parce que c'était totalement faux. Donc comment on fait les citoyens ? On essaye de s'informer auprès de ceux qui ont des éléments. Il ne s'agit pas de nous croire sur parole. Hein. Moi, je suis contre le régime de la croyance, le régime des faits. Voilà. Et donc, quand on essaye de documenter, on a fait un article moins de 24 heures après dans Mediapart pour dire, voilà, telle phrase de Sarkozy, c'est faux. Telle phrase de Sarkozy, c'est faux. Voici pourquoi. Telle phrase, c'est faux. Voici pourquoi. Et je pense qu'il doit y avoir une petite dizaine d'affirmations factuelles dans la prestation de Sarkozy. Elles sont toutes fausses. Elles sont toutes fausses. Voilà. Et c'est d'ailleurs inversement proportionnel à l'énergie qu'il a mise dans l'entretien pour essayer d'emporter l'opinion publique. Mais là aussi, là, je ne veux pas faire le commentateur de PMU, mais pardon, mais c'est pas l'opinion publique qui le met en examen, et c'est pas en gagnant face à l'opinion publique. Il pense dans un vieux schéma hyper vertical que s'il convainc l'opinion publique, il y aurait une pression de l'opinion publique sur les 3 magistrats et qu'ils vont se dire non, finalement on va pas le mettre en examen. Voilà, c'est pas sur TF1, c'est pas contre Mediapart ou avec l'opinion publique qui va se sortir de l'affaire libyenne. Voilà, c'est en droit et c'est sur la qualité des enquêtes. D'accord, c'est en droit, c'est sur la qualité des enquêtes. Quand on voit un Jérôme Cahuzac dire non, monsieur le président, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, blablabla, et qu'il n'est pas en prison, est-ce que c'est le même mécanisme que Sarkozy essaie de faire, c'est-à-dire faire traîner Oui. et jamais aller en tôle? Oui, c'est vrai que, disons que le propre de la délinquance en col blanc, c'est qu'elle vise des gens qui ont les moyens, des manœuvres dilatoires, que beaucoup d'entre nous n'avons pas de droit commun dans d'autres dossiers. Voilà. Bon, qui ne concerne pas la criminalité financière. J'appelle ça la criminalité financière, même si c'est pas un crime, c'est un délit. Mais ça coûte tellement à la société française, à la fois dans le sentiment, la fatigue démocratique, justice à 2 vitesses, il y en a qui auront toujours plus que les autres, etc. Mais aussi ça nous coûte financièrement. Donc, quand même, c'est pour ça, moi, que j'aime les affaires. Voilà. C'est pour ça que j'aime les affaires, je vais répondre à la question. Mais, parce que les affaires, c'est comme, je prends souvent cette image, c'est comme quand tu veux mettre une bagnole en vente sur le marché. Avant, tu fais des crash tests. Tu prends la bagnole et tu la balances contre un mur avec un mannequin dedans pour voir la solidité de la carrosserie. Bon. Une affaire, c'est ça. En fait, c'est un crash test.
C'est un crash test. Alors, il se trouve que les mannequins, c'est nous. Voilà. Et la carrosserie, c'est celle de nos institutions, de la loi, de la classe politique, des citoyens. C'est tout ça ensemble. Et la démocratie en général. Ouais, la démocratie, prenons un grand mot, la démocratie. Et les affaires sont bien plus bavardes que les faits et les personnes concernées. Bon. Et chaque affaire est une leçon de choses formidable de ce point de vue-là. Bon. Et Jérôme Cahuzac, ça a été un cas d'école formidable, mais à plein d'égards. Ça a été un cas d'école. Alors, on a beaucoup parlé du mensonge de Jérôme Cahuzac. Bon. Jérôme Cahuzac, c'est pas bien de mentir, mais moi, je pars du principe que ça fait partie de la palette des sentiments humains qu'on puisse mentir. C'est très mal ce qu'il a fait de ce point de vue-là. Mais enfin bon, on va pas faire semblant non plus de découvrir qu'un ministre, ça peut mentir. Le problème du menteur et le problème du mensonge, c'est qu'il a été accompagné. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens pour le croire sans enquêter. C'est valable pour une partie du système médiatique, même si c'est un mot que j'aime pas, le système médiatique, c'est une partie des médias. Voilà. Je dis bien une partie, et notamment le commentariat, quoi. Ceux qui ont un avis sur tout, mais enfin surtout un avis tout le temps, etc. Des noms. Non, mais enfin bon, après c'est pas des batailles personnelles, mais voilà, on voit à peu près. Et puis par le gouvernement. On oublie toujours cet épisode de l'affaire Cahuzac, mais alors que la justice enquêtait, on est début janvier 2013, le parquet de Paris est déjà en enquête préliminaire, le gouvernement a, dans le dos du procureur Molins, lequel dira plus tard devant la commission d'enquête parlementaire que de mémoire de magistrat au parquet, il n'a jamais vu ça, a diligenté le gouvernement une enquête parallèle, secrète, dans le dos du parquet, auprès des autorités administratives suisses, en posant des mauvaises questions en Suisse, qui ont répondu au gouvernement français, dont la réponse était que Cahuzac n'avait pas de compte en Suisse. Ça a fuité très vite au JDD, journal ami de la sphère Cahuzac, Fuchs, etc., et qui titre en une « Les Suisses ont blanchi Cahuzac ». Et le gouvernement, c'était Pierre Moscovici, quand même, aujourd'hui commissaire européen, qui avait oublié de prévenir le parquet de ses diligences, n'a pas oublié de lui donner en revanche la réponse des Suisses. Bon. C'était quoi ça ? C'était juste une manœuvre pour couper l'herbe sous le pied du procureur. Procureur dont je rappelle quand même en France qu'il est soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif. Heureusement qu'on est tombé sur un procureur, François Molins, qui là a préféré l'indépendance à la loyauté hiérarchique. Parce que Molins, il aurait très bien pu, avec ce document, dire fin de l'histoire. Ok, vous avez fait l'enquête, il n'y a pas, je classe ensuite, fini. Aujourd'hui, là, nous, Mediapart et moi, je serai le pire des accusateurs calomniateurs en France, et Jérôme Cahuzac serait peut-être Premier ministre, ou en tout cas, c'est la destinée qu'on lui prédisait à l'époque. Molins, il a dit, hop là, non, moi je vais faire des vraies questions en Suisse. Avec l'enquête, puis l'enquête de Mediapart, on va faire des vraies questions. Puis avec les mêmes éléments, il pose des questions, et bizarrement, les Suisses, ils disent, si, en fait, il y a un compte en Suisse, et tout ça, etc. Voilà, bon. Et c'est vrai, pour répondre à la question, que l'affaire Cahuzac, et je l'ai écrit dans le journal, et ça m'a valu d'ailleurs des débats compliqués, parfois à l'extérieur, mais j'assume vraiment cette position de dire qu'elle illustre le tabou français, on parlait déjà un peu tout à l'heure, sur la prison dans la lutte contre la délinquance en col blanc. On peut tout à fait ne pas être pour le tout carcéral, pour la prison, et d'ailleurs on voit à quel point la prison est un lieu d'indignité en France. La réinsertion est en faillite. Un foyer de radicalisation. C'est des écoles du crime. C'est une décision tellement dure de mettre quelqu'un en prison que évidemment aucun magistrat ne fait ça à la légère. Mais on peut aussi constater, de tenir tous les bouts, que ce sont souvent les mêmes qui n'y vont pas. Et que c'est pour ça que moi je suis pour le décentrement, que dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça en fait. Voilà. Dans d'autres pays, les démocraties libérales au sens... Lesquelles ? En Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Israël. On va en prison pour des délits qui sont des atteintes à la probité. Et personne ne discute là-bas de la justice robespierriste, des juges rouges, c'est quoi ? En Israël, en ce moment, les enquêtes concernant le Likoud, il y a quelques freins quand même, non ? Alors c'est un pays bizarre, Israël. C'est un pays bizarre de ce point de vue-là. C'est un pays qui a quand même mis son premier ministre, Ehud Olmert, en prison pour des bakchiches de 14 000 euros
14 000 euros sur un marché, sur des pots de vin, sur un marché immobilier. Bon, 14 000 euros, c'est pas les montants dont on parle dans l'affaire libyenne ou Big Malion ou je ne sais quoi, ou même Cahuzac. Bon, il y a l'actuel Premier ministre Netanyahou qui a été mis en cause et entendu comme mis en cause par la police dans plusieurs affaires, et il est cerné par la justice anti-corruption. Donc voilà, c'est un pays de ce point de vue-là qui est un pays ambivalent. Il faut sincèrement, il faut ce qu'on fait pas. Hein. Je veux dire, Netanyahou, il est interrogé, mis en cause par la police anticorruption alors qu'il est en fonction. En France. En Angleterre, je citais l'Angleterre tout à l'heure, un député qui a triché sur ses notes de frais, il a fait 6 mois de prison ferme. Il s'appelle Dennis McShane. Et ça n'était pas le seul, du tout. Il a fait un livre pour expliquer pourquoi c'était normal. Bon. En Allemagne, le patron du Bayern de Munich, qui a fraudé le fisc, des montants très importants, il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Il est allé en prison et il s'est même excusé devant le peuple allemand de l'argent qu'il avait volé, etc. Parce que la fraude fiscale, c'est du vol, c'est ni plus ni moins que du vol. C'est un enrichissement personnel. Un ancien gouverneur de l'Illinois aux États-Unis, qui avait essayé de monnayer un siège sénatorial, il a été condamné à 14 ans de prison ferme. Et il est allé en prison. Il n'a pas fait les 14 ans, il est allé en prison. Bon. En France, les derniers à être allés en prison pour des affaires d'atteinte à la probité, c'était dans les années 90. C'était Carignon, c'était l'ancien secrétaire d'État Boucheron. Voilà. Et depuis, il n'y a pas eu. Et le jugement au Cahuzac, en première instance, il a été condamné à 3 ans de prison ferme, donc il était certain, avec une peine pareille, de faire au moins quelques mois à l'ombre. Et en appel, il a été condamné à 4 ans de prison. Là, on a l'impression que c'est aggravé, mais en fait non, seulement 2 avec du ferme, donc 2 avec sursis. Et 2 ans de prison ferme, c'est le palier qui permet d'aménager la peine. Bon, donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est plus du tout certain d'aller en prison comme c'était le cas en première instance. C'était exactement ce qu'ils voulaient, parce que la chose dont ils ont le plus peur, c'est ça. L'exemplarité de leur point de vue, c'est ça, c'est la prison qui fait peur. Et donc là maintenant, il va être présenté devant un juge d'application des peines, et la probabilité que celui-ci l'envoie derrière les barreaux est quasi proche de 0. Voilà. On fait une petite parenthèse. On a vu émerger ces derniers temps des codex, des fact-checks, des listes blanches de médias patentés et accrédités pour déterminer ce qui était la réalité. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus, sur ceux qui déterminent la liste, les gens au sein de cette liste-là, et les répercussions sur l'esprit critique du public? C'est une question hyper importante et très compliquée. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec le fact-checking. Tout ça me paraît extrêmement sain d'essayer de vérifier où se situent les faits par rapport à la propagande, par rapport... Après... Propagande de quel côté ? Je sais pas, n'importe lesquelles. La propagande gouvernementale, la propagande d'entreprise, propagande syndicale, la propagande militante, voilà, peu importe, il y a des propagandes et il y a des informations qui, comme le Canada Dry, ont la couleur, l'odeur, mais n'en sont pas. Et donc, c'est bien que des journalistes viennent dire, non, voilà, les faits, c'est ça. Bon. Après, il faut pas qu'il y ait des effets de loupe avec le fact-checking où, en fait, c'est pas 2%, c'est 3%, et que le débat public soit capté par des batailles d'apothicaires autour d'une réduction du fact-checking à simplement ce type de petite algarade de chiffres. Voilà. Mais sur la fonction sociale et intellectuelle et utile aux citoyens, de toute façon, moi, je suis pour, voilà, on regarde. Bon. Après, il y a la question en effet, des listes, les médias qu'on conseille de lire. J'en vois bien l'utilité dans un moment où le complotisme saisit beaucoup la jeunesse, les réseaux sociaux, etc., etc. Mais comme s'il y avait un danger permanent du peuple numérique. Ce qui me gêne un peu, moi, cette idée-là, parce que les plus gros producteurs de fake news, c'est quand même les gouvernements.
Ou les journalistes. Ou ça peut être les journalistes, mais quand même, oublions pas que une grande partie des pays occidentaux sont partis faire la guerre en Irak sur la foi d'une énorme fake news américaine. Voilà. En Libye aussi, non ? En Libye, il y a eu de très grosses fake news. Par exemple, en Libye, il a été dit, ça a fait le tour du monde. Chacun pourra retrouver. Il a été dit que Kadhafi a envoyé son aviation bombarder Tripoli en février 2011. C'est pas BHL qui... Si, BHL a relayé tout ça la scène selon laquelle l'aviation libyenne a bombardé des populations civiles le 21 février 2011, qui est une information qui était sortie dans Al Jazeera sur la foi d'un témoignage téléphonique dont on voyait pas le visage de la personne, qui a fait le tour du monde, ça fait des urgents, etc. Voilà. Cette scène n'existe pas. Cette scène n'existe pas. Elle n'existe pas à tel point que l'ambassadeur français en Libye, François Gouillette à l'époque, est entendu quelques jours plus tard au Parlement, il dit cette scène n'existe pas. Le ministre de la Défense, Robert Gates, et le chef d'état-major de l'armée américaine qui sont entendus au Sénat début mars 2011 disent cette scène n'existe pas. Cette scène n'existe pas. Voilà. Et pourtant, partout il a été dit, et chacun qui a un peu en souvenir la guerre en Libye, croit que Kadhafi a bombardé des populations civiles. En fait, ça n'est pas vrai. Alors, ça fait pas de Kadhafi un démocrate, ça fait, c'était un tyran, mais ça, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Et moi, j'ai rencontré pour le livre dont je parlais tout à l'heure, Bernard-Henri Lévy, que je crois sincère dans sa démarche, de se prendre un peu pour Malraux, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a raconté dans son livre La guerre sans l'aimer, que il a un chef-d'œuvre. Il avait un chef-d'œuvre. C'est un journal en costume de soi-même, quoi. Et il avait comme ça avec la guerre en Libye, la situation paroxystique de la guerre juste, de son concept de guerre juste, comme s'il suffisait de penser politiquement juste, à savoir Kadhafi est un tyran, pour que la guerre soit juste. Comme si c'était aussi simple que ça. Bon, mais peut-être qu'il est sincère, et moi je suis pas dans le secret des âmes des gens ici. Voilà. En revanche, dans notre entretien, et c'est dans le livre, et il a même validé la citation, donc il pourra pas. J'ai un mail. D'ailleurs, il l'a jamais démenti depuis l'automne dernier. Il dit oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de massacre de population civile. Or, il disait l'inverse. Alors après, il est très habile. Il dit, mais justement, sa phrase d'après, c'est il n'y a pas d'histoire des catastrophes évitées. C'est précisément pour ça qu'on fait des guerres préventives, etc. Enfin, quand même. Moi, je pensais que cette phrase de BHL allait faire un peu événement quand le livre est sorti. Bon, elle est passée un peu inaperçue, mais bon, c'est dans le livre. Oui, il n'y avait pas de massacre. C'est vrai, il n'y avait pas de massacre de population civile. Bon, il y a eu un début de guerre civile, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu une insurrection, il y a eu une répression par le régime Kadhafi. Il n'y a pas de doute. Mais le génocide en route ou le massacre de population civile, ça, c'était des fake news qu'on a accompagnées. Et on peut regarder cette histoire-là avec un regard maintenant un peu plus clinique et un peu plus froid. Donc pour revenir à notre discussion, pour rajouter juste avant les charniers Timisoara. Oui, bien sûr, les charniers, bien sûr. Pour revenir à la question. Sur les listes de journaux, c'est toujours compliqué de savoir qui fait la liste, selon quels critères. Et puis, où ça commence et où ça s'arrête, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois par les promoteurs qui font ça, l'idée d'accompagner l'esprit critique du lecteur et sa vigilance vis-à-vis du tout numérique, et en même temps, je trouve qu'il y a un risque potentiel, précisément, de priver le citoyen de son libre arbitre. Voilà. Et chacun est libre de lire ce qu'il a envie de lire. Et moi, j'essaye de faire des interventions, par exemple, dans les collèges, les lycées, tout ça. Les écoles de journalisme. Alors, les écoles de journalisme... On passe le bonjour à l'école de Tours. J'y vais d'autant plus que moi, j'y suis jamais allé. J'ai pas de diplôme, si ce n'est le baccalauréat. Donc moi, je connais pas ce qu'on y apprend, etc. Mais je voulais parler des personnes plus jeunes, par exemple, des collégiens ou des lycéens.
je déteste qu'on les prenne de haut sur les questions du complotisme, par exemple. En disant, c'est pas bien de penser ça. Voilà. Bien sûr que le complotisme, bien sûr que les fake news, bien sûr que la propagande, bien sûr que des puissances comme la puissance russe ou d'autres, des régimes autoritaires peuvent propager... Ou américains. Ou américains, mais je l'ai dit tout à l'heure, la guerre en Irak. Bien sûr, tout ça, mais... j'aime pas cette idée d'aller voir des gamins, les voir de haut avec une sorte de surplomb en disant c'est mal de penser comme ça. Prenons les choses à l'envers. Partons du principe que le complotisme, entre guillemets, il y a une part qui est une part critique du monde tel qu'on nous le présente. Voilà. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut croire et tomber dans le régime de la croyance, mais la meilleure façon de lutter contre le complotisme, c'est d'aller au fond des faits avec ces gens. Dire, voilà, quelle est la base factuelle de ce qui est raconté. T'es du genre à vouloir t'inoculer une part pour pouvoir te rendre plus résistant. Ouais, et en tout cas, moi je pense que c'est qu'en se coltinant à ça qu'on peut le résoudre. C'est pas en se bouchant le nez en disant... voilà. Et moi j'aime discuter avec des jeunes sur les théories complotistes. Lesquelles ? Mais n'importe, que ce soit autour d'un attentat, les vaccins, machin. Ou les vaccins, ou même parfois les plus folles. Hein. Je veux dire, comme la Terre est plate. Ouais, la Terre est plate, les Illuminati, comment on dit, les serpents là, comment ça s'appelle Les reptiliens. Les reptiliens, il y a des empreintes énormes de ces trucs-là. Bon. Mais de la même manière que il y a 120 ans, il y avait le protocole des sages de Sion qui a nourri l'antisémitisme moderne depuis des décennies. Bon, mais moi je pense que tout ça se regarde au cas par cas, au fait, et on démonte patiemment tout ça. Et je pense que entraîner notamment ces jeunes-là dans l'exercice de déconstruction, bah ça les valorise à fond. Et c'est le meilleur vaccin contre ça les endurcit. Contre ça. Mais bien sûr, ça les endurcit. Et donc voilà, s'ils se posent des questions, ils n'ont pas envie de croire à quelque chose. Bah d'abord, c'est pas une croyance, puis regardons. Ah, vous dites les Kouachi, c'est pas vrai. Il y avait le phare, le rétroviseur. Le rétroviseur. Bah, prenons les faits. Prenons les faits un par un et regardons. Et ça se démonte, tout ça. Ça se démonte tranquillement. Et c'est comme ça qu'on gagne, je crois, la bataille de l'info. Revenons, on voudrait ton point de vue sur les manipulations d'élections, l'astroturfing, les usines à trolls. La réaction de ta corporation, est-ce que tu la trouves saine, pas saine ? Est-ce que tu penses que le journalisme n'est pas dans un état de décrépitude ? Est-ce que le journalisme ne va pas à volo ? Est-ce que le journalisme n'a pas la laisse du pouvoir qui se tend beaucoup plus qu'avant sur le collier de la presse ? Est-ce que le fait qu'il y ait une concentration de la presse dans les mains d'oligarques français, ça devient un petit peu... trouvons un bon mot, morbide. La France médiatique d'après-guerre, elle s'est construite notamment sur la foi d'un petit livre absolument bouleversant dont le titre était Les Jours Heureux. Et c'était le programme du Conseil national de la résistance. Alors, on en parle beaucoup et on l'apprend à l'école parce que c'est la sécurité sociale, tout ça. Bon, c'est vrai. Mais dans Les Jours Heureux, il y avait aussi des passages sur la liberté de la presse. Parce que la presse, pendant la guerre, a sombré, soit dans la collaboration, essentiellement. Les journaux à s'être sabordés sont très rares en France. Il y a eu le Progrès de Lyon, par exemple, le Canard enchaîné, et d'autres, hein, évidemment, mais c'est pas comme les poissons volants, quoi. C'était pas la majorité du genre. Soit dans la corruption, soit dans les deux. Bon. Donc il a fallu reconstruire l'idée de la presse indépendante. Et le programme des Jours Heureux du CNR y a participé. Et disait qu'il ne fallait pas que derrière les médias, il y ait ce qu'on appelait, c'était l'expression à la mode à l'époque, les puissances d'argent. Hein, et c'est notamment là-dessus que Beuve-Méry, le fondateur du Monde, créera Le Monde en disant qu'il ne voulait pas qu'il y ait derrière Le Monde ni banque, ni État, ni Église. Voilà, c'est son expression, ni banque, ni État, ni Église. Et indéniablement, Le Monde
créé au sortir de la guerre, a été un grand projet d'indépendance qui a ferraillé d'ailleurs tout de suite avec le général de Gaulle, et on se rappelle des batailles entre Sirius, Beuve-Méry et de Gaulle. Bon. Ce temps-là, ce temps ce moment, cette époque, cette promesse de l'indépendance de la presse est aujourd'hui révolu. Voilà. Il est révolu. Il n'y a pas besoin d'être très excité pour constater que l'essentiel des médias privés, c'est-à-dire en dehors du service public, financé par la redevance, appartiennent aujourd'hui, à sa très grande majorité, à des gens qui sont des capitaines d'industrie, qui sont milliardaires, et c'est très bien, j'ai pas de problème, il n'y a pas de racisme de l'argent, mais dont le cœur d'activité, non seulement n'est pas l'information, mais est de vendre des armes, faire du BTP, faire de la téléphonie mobile. Bolloré, c'est faire un peu tout ça et bien plus. D'avoir des bonnes relations avec les gouvernements en place successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, tout ça n'a pas de couleur politique, voire avec des dictatures étrangères. Bon, par exemple, Bolloré, Dassault en sont des très bons exemples. Je veux dire, une dictature pour Dassault, c'est pas une dictature, c'est un client potentiel, quoi. Bon, Bolloré, c'est la même chose, notamment sur le continent africain. Et donc, il n'est pas besoin d'être hyper vertébré politiquement ou très excité pour constater que les intérêts principaux de ces capitaines d'industrie peuvent entrer en contradiction avec une information libre et indépendante que les journalistes qui travaillent dans les titres qu'ils détiennent sont susceptibles de produire. Bon. Et donc ça, c'est un énorme problème parce qu'ils sont pas nombreux en fait. Hein. Ils sont 8 ou 9. Hein. Les gens dont je parle, Dassault, Bolloré, Xavier Niel, François Pinault, Bernard Arnault, le leader mondial du luxe et qui détient le seul quotidien économique papier, Les Échos et le Parisien, bon, et quelques autres. Et là, de fait, on est dans un moment d'hyper-concentration des médias en France entre les mains de quelques-uns. C'est la définition de l'oligarchie, hein, voilà, qui est évidemment un énorme problème pour le foisonnement de l'information libre et indépendante. Et on voit bien ce que ça crée. Ça peut créer de la censure, de la vraie censure. Bolloré a censuré. On l'avait raconté dans Mediapart. C'est d'ailleurs Nicolas Vescovaci, l'auteur du documentaire, qui est celui qui a fait le cache investigation sur la Libye, une enquête sur les soupçons de fraude fiscale, de système d'organisation de fraude fiscale du Crédit Mutuel, qui devait être diffusé sur Canal+. Ah, il se trouve que le Crédit Mutuel, Page, c'est ça. Voilà, c'était la banque Page, le groupe CIC, non? Voilà, qui appartenait à Crédit Mutuel CIC, sauf qu'il se trouve que c'est la banque de Monsieur Bolloré. Et donc Bolloré, d'un coup de fil, a censuré le sujet qui avait pourtant été validé par le service juridique et par la direction des programmes de Canal+. Et non seulement il l'avait fait, mais en plus il l'avait assumé ensuite en comité d'entreprise devant les salariés en disant que c'était comme ça et qu'on n'allait pas aller à l'encontre des possibles annonceurs. Enfin là, c'était plutôt un partenaire financier. Bon, mais ça crée aussi la pire des censures, qui est l'autocensure. C'est-à-dire, quand tu travailles aux Échos, est-ce que c'est facile de faire des enquêtes d'initiative sur les paradis fiscaux quand tu sais que LVMH a des sociétés dans les paradis fiscaux, en veux-tu, en voilà. Bon, LVMH, propriétaire du journal. Je vais même aller encore un peu plus loin. Si on va dans le moteur de recherche des Échos, et qu'on tape Nicolas Bazir Karachi. Bon, l'affaire Karachi, c'est une histoire de détournement d'argent sur les ventes d'armes du gouvernement français sous Édouard Balladur entre 93 et 95. Eh bien, le directeur de cabinet de Balladur à l'époque, c'était Nicolas Bazir. Nicolas Bazir, aujourd'hui, c'est le numéro 2 d'LVMH, propriétaire des Échos. Bon. Il fait quoi, Jean-Louis Bruguière, en ce moment ? Jean-Louis Bruguière, alors je sais pas ce qu'il fait. Il a fait beaucoup, après avoir été dans la justice antiterroriste, il a beaucoup travaillé dans le privé. Et il a notamment travaillé pour Total, dans l'affaire AZF. Mais aujourd'hui, je sais pas. L'affaire Karachi, il faisait quoi déjà ? Alors Bruguière, oui, Bruguière, ça avait été dans le volet terroriste de l'affaire Karachi. C'était le juge qui a voulu à tout prix et contre les éléments qu'il avait dans son propre dossier, dire que l'attentat qui avait visé des ingénieurs français à Karachi en mai 2002 était le fait d'Al-Qaïda. Voilà.
Or, le dossier montrait le contraire. Tout laisse à croire, enfin même à montrer, à démontrer que c'est les services de renseignement pakistanais, l'ISI, voilà, les redoutables ASI, qui sont derrière cet attentat. Nicolas Bazir, qui est d'ailleurs témoin de mariage de Sarkozy et Carla Bruni, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être jugé dans le volet financier et les détournements d'argent sur les ventes d'armes de gouvernement Balladur. Je sais pas si ceux qui nous regardent peuvent faire l'expérience. Je l'ai pas faite depuis maintenant plusieurs années. Mais si on tapait Bazir Karachi, on avait une ou deux brèves qui remontaient. Voilà, dans les Échos, sur le site des Échos. On fait comment pour vaincre cette autocensure ? On se bat où on est, mais c'est vraiment pas facile. Il fait froid dehors, voilà. Les enfants ont besoin de manger. Les enfants ont besoin de manger, mais il faut que la puissance publique considère que lutter pour la liberté d'informer, c'est pas tout à fait la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la liberté du n'importe qui en démocratie de pouvoir dire ce qu'il a envie de dire, à condition de ne pas mordre la ligne jaune de l'incitation à la haine, etc. La liberté d'informer, c'est un peu autre chose. C'est la capacité donnée à des artisans du réel, qui sont les journalistes, de pouvoir faire leur travail et d'assumer leur rôle de dérangeur, d'agent d'intranquillité. De turbulent. Ouais, c'est notre boulot. L'intranquillité, c'est notre boulot. Notre boulot, c'est de produire des informations qui vont... D'ailleurs, c'est comme ça que le dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la justice supranationale, la justice européenne, qui depuis 1976, donc c'est quand même une vieille affaire tout ça, a un arrêt qui est très beau, qui s'appelle l'arrêt Handyside, qui dit que le journalisme et la production d'informations peut, en démocratie, je cite, heurter, choquer, voire inquiéter. Voilà, peut heurter, choquer, voire inquiéter. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que la jurisprudence européenne, qui nous gouverne, dit que le journalisme peut heurter, choquer, voire inquiéter. Oui, c'est notre rôle. Et l'intranquillité, c'est ça. C'est ce qui nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes, qui nous oblige à pas être d'accord avec nous-mêmes, à heurter ses propres convictions avec les informations. C'est pas les opinions qui vous font réfléchir. Je crois pas. Moi, je pense qu'une opinion, ça permet de conforter avant même d'avoir lu. Les coups de pare-choc qui te font réfléchir. Oui, je pense sincèrement que ce sont les faits qui font les opinions. Je ne crois pas que les opinions fassent les opinions. C'est pour ça que moi j'aime bien ce boulot-là de producteur de réel, entre guillemets. De goûter les faits, de se les prendre en pleine tête. Bien sûr qu'on se prend les faits. Les faits, ça amène à réfléchir. Les faits sont producteurs de conscience. Les faits sont et ça heurte ses aspirations. Ça peut heurter tes propres aspirations. Ça peut heurter tes propres convictions. C'est très bien. Comme ça, on n'est pas toujours d'accord avec soi-même. Je connais rien de mieux que les faits pour pouvoir produire ça. Un avis sur France 24 et un avis sur RT. Russia Today. Ah oui. Voilà, je ne vais pas donner le mec qui se défile, mais je vois bien le parallélisme. Financement d'État. Il y a deux. Voilà. Les deux sont financés. Ouais, les deux sont financés. Pour moi, la meilleure réponse, je vais rester dans la droite ligne de ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est de pas faire d'injonction de principe contre les uns ou les autres. Voilà, ce sont des télés liées à des puissances publiques, qui sont des puissances politiques. Voilà. Je pense que le régime de Vladimir Poutine est un régime autrement plus autoritaire que le régime français, et que Poutine est autrement plus autoritaire que les gouvernements français. Même après la Sarkozy, même après tout ça ? Oui, je pense que, en dépit de son extrême faiblesse, la démocratie française est garante d'un certain nombre de libertés, plus que ce que je crois savoir, de loin, du régime russe. Oui, je le crois, peut-être je me trompe, mais je le crois sincèrement.
Et donc, pour répondre à la question, il faut regarder ce qu'ils produisent. Alors moi, je connais pas assez. Donc, c'est pour ça que j'ai peur de faire le normand et de me défiler. Mais il faut regarder ce que Russia Today produit. Il faut analyser la ligne éditoriale, il faut analyser les faits qui rendent publics. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai jamais mis les doigts dans France 24 ni dans RT. Non, alors moi, je confesse, c'est un truc que je fréquente très peu. Et France 24 et RT. Mais dans certains pays, les médias, entre guillemets, d'État, je mets des guillemets, mais français, sont vus comme des instruments du pouvoir politique français. Bien sûr, on est toujours l'étranger de quelqu'un. On est toujours la puissance étrangère de quelqu'un. Et je connais des Ivoiriens, par exemple, qui considèrent que RFI a été la voix de la France à plusieurs égards, pas que, mais parfois au moment de la chute de Gbagbo. Voilà. Et que parce que y a eu une conjonction des intérêts. Je dis pas qui a raison, qui a tort. Je dis que c'est un état de fait. Il y a des gens qui pensent ça, et pas qu'un peu, qu'il y a eu une conjonction des intérêts de Nicolas Sarkozy, qui a confessé lui-même qu'il avait mis Alassane Ouattara au pouvoir et fait tomber Gbagbo, et l'information autour de Laurent Gbagbo à l'époque de sa chute, il y a quelques années en Côte d'Ivoire, et que les médias français, notamment les médias qui sont sous la coupe du service public français, n'ont pas toujours eu l'indépendance qu'on attend d'eux. Voilà, c'est pas toujours la BBC, quoi. Voilà, qui est plus indépendante du pouvoir que parfois le cordon ombilical. Je reprends encore l'exemple de Sarkozy. On va croire que je suis obsédé, mais qui se considérait comme l'actionnaire, lui, comme l'actionnaire du service public. Or, l'actionnaire du service public, en fait, c'est le contribuable. C'est celui qui paye la redevance. C'est nous, en fait, les propriétaires du service public. C'est pas le ministère de tutelle ou la présidence de la République. Et donc là, il y a une grande maladie française qui est celle de la verticalité. Alors voilà. Et donc, s'il y a des fact-checkers, on en parlait tout à l'heure, qui veulent comparer la production de Russia Today et celle de France 24 et voir ce qui est juste qu'il faut. Voilà. La liberté de la presse en France, on est combienième? D'après le classement de Reporters sans frontières, on est économiquement la 5e puissance mondiale. On est le pays, on dit souvent c'est le pays le pays des droits de l'homme. En fait, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme dans la France. On n'est pas 5e de ce point de vue-là. Voilà, je crois qu'on est, entre 30 et 40. Je connais pas ça va être 34, je crois. Ouais, 34 le classement par cœur. Donc c'est vraiment pas glorieux. Avec mon confrère et ami Paul Moreira. On passe le bonjour. Qui co-dirige l'agence Première Ligne, qui produit Cache Investigation, entre autres. On avait dirigé un ouvrage avec 16 journalistes qui avaient écrit dedans, qui s'appelait « Informer n'est pas un délit ». Et « Informer n'est pas un délit » était un livre dont le but était que plusieurs journalistes dits d'enquête racontent une enquête un peu symbolique pour eux, qui avait beaucoup fait couler d'encre et fait parler d'elle, et qui en même temps la raconte à la première personne, révèle les embûches françaises face à la liberté d'informer. Et ça allait du harcèlement judiciaire d'un Denis Robert dans procédure Bayon. Ouais, les procédures Bayon, enfin Denis Robert, c'était dément. On passe le bonjour aussi. On passe le bonjour, c'était complètement dément ce qu'il a eu à vivre. Il avait fait un très beau texte dans ce livre face à Clearstream, mais aussi les violences physiques que ceux qui enquêtent sur l'argent du Front National, et notamment par exemple... Les paradis fiscaux aussi. Oui, mais sur par exemple Marine Turchi à Mediapart qui enquête et qui avait révélé le financement russe du Front National, qui est un parti qui est pour la fermeture des frontières et la souveraineté, mais pas celle de l'argent. Pas de problème d'être le parti de l'étranger de ce point de vue-là. Marine, elle se fait molester. Elle s'est fait attaquer, elle s'est fait physiquement, je veux dire. Bon, voilà. Mais on a raconté aussi le contournement du droit de la presse, on a raconté ce que c'est le journalisme dans la presse locale. Voilà, comment les baronnies politiques locales étouffent la liberté d'informer d'un point de vue local, qui est une révolution majeure à mener en France. Il faut retourner la table de l'information locale en France. C'est terrible. Chaque grande ville n'a qu'un quotidien qui est un peu au miroir du potentat politique. Alors, chaque grande ville a son homme politique. C'est généralement des hommes qui sont là depuis des décennies, bien installés. Et puis, il y a le journal
Il y a un journal, il n'y a pas de pluralisme, très peu, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas, voilà. Et puis, il y a des financements publics de la collectivité en question très importantes vers le journal. On est dans un légitimisme de bonne loi. Et puis, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui sort. Je ne veux pas du tout caricaturer et généraliser surtout, voilà. Mais venant, moi, d'une grande ville, à savoir Lyon, je sais très bien comment ça se passe, ces choses-là. Et c'est effarant. Je veux dire, putain, mais on peut pas. Non, mais je veux dire, dans une grande ville comme Lyon, une grande ville comme Strasbourg, comme Nantes, comme, je sais pas, Marseille, etc., il devrait y avoir plusieurs quotidiens qui se tirent la bourre tous les jours, qui révèlent. Enfin, je veux dire. Pas d'argent? Ouais, mais il n'y a pas d'argent. Combien tu gagnes? Combien je gagne? Moi, je gagne entre 4300 et 4400 euros net par mois, x 13. Voilà. Plus, donc ça, c'est à Mediapart. Plus, donc je suis dans la grille des salaires, on a une grille des salaires, plus un intéressement quand on fait du bénéfice, et on en fait, et plus... Combien d'intéressement? Alors putain, alors les chiffres, je sais pas, là, ça doit être, cette année, ça doit être, je sais pas, entre 1000 et 2000 euros. Voilà. Mais ça, c'est variable, ça dépend, voilà, et puis aussi des contrats d'édition que je peux avoir à côté quand je fais des bouquins, voilà. Moi, j'ai aucun problème à... Voilà. Bah, on voit ça. Ouais. Les journalistes autrement burnés comme toi, ils gagnent combien? Que dalle. Non, mais moi, je fais partie des gens qui sont... privilégiés. Qui sont mais hyper bien payés dans la profession. Je mets de côté la télé, qui est parfois quand même un... Enfin, je mets de côté la télé, le régime de ceux qu'on voit à la télé. Parce que dans la coulisse... Non, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Non, mais c'est une profession... On les affame pour les rendre plus dociles? Je sais pas. En tout cas, la précarité n'aide pas à l'indépendance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. La précarité, j'ai dit tout à l'heure, il fait froid dehors. La précarité, ça aide pas du tout. Ça aide pas du tout. Bon. Et c'est une profession qui est dramatiquement précarisée. Et on m'interroge, par exemple, souvent sur l'abattement fiscal des journalistes. Hein, les 7500 balles. Voilà, les 7650 euros qu'on retranche du volume des revenus qu'on déclare. C'est pas rien. Les avantages de la carte de presse aussi. Pour acheter sa machine à laver. Alors ça, moi, j'ai jamais fait. T'es pas au courant? Non, alors ça, jamais. Non, mais même moi, je suis un peu psychopathe là-dessus. Par exemple, la carte de presse... Tu fais jamais grasser la patte. Non, mais par exemple, la carte de presse, ça autorise à rentrer gratuitement dans les musées. Bah, heureusement. Ouais, mais alors ça, moi, j'y arrive pas. Hein. Je comprends pas pourquoi je payerais pas une place au musée. Sincèrement, vraiment. Vraiment, je comprends pas ça. Mais par exemple, l'abattement fiscal, mais sincèrement, alors je vais pas faire le focus, je me l'applique. Hein. Mon épouse est journaliste, on se l'applique tous les deux. Elle travaille où? Elle travaille pour le site Les Jours. Ouais, un super site, c'est des anciens de Libé qui ont monté ça. Une sorte de journalisme en série, quoi. Netflix du journalisme. C'est hyper bien. Lesjours.fr. Tu veux lui faire un bisou? Oui, bien sûr, toujours. Mais ça n'a plus aucune justification, cet abattement. Cet abattement n'a pas de justification, je veux dire. Et je suis pour qu'on mette fin à cet abattement. Je ne vois pas pourquoi nous, journalistes, on aurait un abattement fiscal au nom de quoi? Bon, je veux dire, ça date de la... Il va falloir augmenter les salaires, alors. Mais voilà. Je veux dire, je suis pas non plus complètement con. C'est-à-dire que, ok, on arrête l'abattement fiscal, mais par contre, il faut augmenter les salaires et augmenter les salaires de ceux qui sont mal payés. Donc créons une caisse mutualiste avec l'argent de l'abattement fiscal pour verser, j'en sais rien, on peut imaginer plein de trucs, mais j'aurais rien contre la fin de l'abattement fiscal des journalistes. Au contraire, c'est inique. Est-ce que tu vois un sujet à aborder avec nous? Est-ce que tu as envie de parler d'un truc? Non, on a envie de parler d'un truc avec toi. Comment tu fais pour te sécuriser, pour faire tes enquêtes? On s'est permis un petit peu de te scanner un peu avant que tu arrives. T'as un iPhone? T'as des applications pourries dessus? Bah, comment ça, T'as pas un Candy Crush ou une connerie comme ça? Ah non. Non? T'as que... Non, j'ai Signal. Telegram, des choses comme ça? Signal, j'ai Viber, j'ai D'accord. Telegram. T'as aucune application, genre une lampe de poche? Bah, j'ai la lampe de poche de l'iPhone. Ah ouais? Et t'en as d'autres applications que t'as installées toi-même? Genre t'as pas une application pour jouer au poker? Non, j'ai un jeu de foot. T'as un jeu de foot? Ouais. D'accord. Ouais.
Ton jeu de foot, il te demande quoi? Il a accès à ton micro, non. à tes contacts? Non. D'accord. Tu fais comment pour te sécuriser en tant que journaliste? Alors, moi, je suis très mauvais. Je suis pas geek du tout. Voilà, donc, mais alors, comment je fais? On a un service informatique au journal qui nous donne un nombre de prescriptions importantes. Voilà. On a beaucoup travaillé avec la Quadrature du Net. On leur passe le bonjour. On leur passe le bonjour à Mediapart pour sécuriser un certain nombre de plateformes, etc. Donc moi, je suis Alors j'ai vu qu'il y avait une faille récemment, mais je suis sur PGP. Voilà, c'est crypté les mails. C'est chiffré, pardon. Ouais, mais voilà, je suis vraiment une brêle, donc voilà. Je suis toutes les prescriptions du service informatique. Donc il nous arrive, on a un ordinateur non connecté, voilà. On a par exemple une plateforme qui s'appelle FrenchLeaks pour nous transmettre des documents de manière totalement confidentielle. C'est la Quadrature du Net qui nous a aidé à faire tout ça. Qui ça, tu sais, non? Benjamin... Bayard. Non, Sontag. Ouais, Sontag. Voilà, Benjamin Sontag qui nous a aidés. Donc tout ça se passe sur un ordinateur qui n'est jamais connecté. C'est hyper compliqué. Des codes, des lignes de code pas possibles et tout. Bon, moi j'apprends tout ça, voilà. Après, moi je fais. Bon, après j'ai les applications là, Signal, tout ça. J'utilise beaucoup. Alors dans le domaine dans lequel j'évolue professionnellement, et notamment par exemple dans le monde politique, tout le monde est persuadé d'être écouté. Voilà. Tout le monde est sûr, vrai ou faux, mais tout le monde est sûr. Il est sur écoute. Les députés, les ministres, ils sont tous sûrs qu'ils sont sur écoute tout le temps. Voilà. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique ces trucs, hein, ces signals ou ces machins, parce qu'il y a comme une forme de sentiment de sécurité numérique, et donc ils sont... voilà, bon. Alors moi je suis très vieille école par ailleurs, c'est-à-dire que je ne crois qu'au rendez-vous physique. Tu fais du downgrade technologique? C'est quoi du downgrade technologique? Tu fais le téléphone arabe, tu passes avec tes... Oui, je fais le téléphone arabe, les sources délicates ont des surnoms pourris, voilà. Y compris dans ton téléphone portable? Y compris dans mon téléphone portable. C'est bien. Voilà, ça arrive. Tes collègues? Pareil, on essaye d'avoir une culture commune, quoi. Alors ça, c'est vraiment les gens de la technique chez nous qui nous disent... voilà, on fait... Voilà. Et alors, on nous a dit aussi de ne jamais trop en dire sur ce qu'on fait et comment on le fait. Comment tu te sécurises? Comment on se sécurise? Parce qu'on m'a toujours donné l'exemple de Christophe Barbier, de l'Express, qui un jour avait dit dans ses éditos, là, où il fait avec son écharpe et à côté d'une plante verte, où il avait dit le site de l'Express est inviolable. Ouais, il s'est fait défoncer dans la demi-heure, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans la demi-heure. Le ça lui a servi de leçon, voilà. Hein, ça lui a fait du bien un peu. Nous, on nous a... Voilà. Nous, il y avait eu une faille, une fois, il y a très longtemps, il y a déjà de longues années dans le site, on l'avait rendu public, la faille, et qui était il y avait en effet une faille qui avait permis de rentrer dans le site à des hackers. On n'a jamais pu identifier... À des pirates. À des pirates, ouais. Pas des hackers, pardon, à des pirates. Et on n'a jamais su d'où ça venait, mais ça nous a permis de... Vous faites un peu de pen test sur votre infrastructure? Penetration testing. Je pense, ouais. Alors ça, il faut vraiment demander au service, mais je pense, ouais. Ils sont assez à cran, quoi, dessus. Donc, Vous conseillez Souillac ou Yogosha pour... D'accord, je transmettrai. Voilà. On arrive à la fin de notre émission. Tu vois un truc à aborder, un sujet à aborder? Ah non, t'as moi je envie d'aborder un suis là truc? pour répondre. Non, ça va. Non, super. Donc l'avant-dernière question, c'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer. Quelque chose d'impérissable sur les réseaux. Qu'est-ce que tu peux laisser? C'est une question pour ceux qui auraient envie de faire ce métier. Enfin, pas une question, c'est une bouteille dans laquelle je mettrai le message à l'adresse de ceux qui auraient envie de faire ce boulot. On me demande, moi, souvent, c'est quoi les qualités? C'est quoi qu'il faut pour être un bon journaliste? Bon. Et ce dont je suis à peu près certain, c'est que ça ne s'apprend pas à l'école. Ça, c'est sûr. Et j'en vois en fait 3, dont la première,
ça va paraître hyper tarte à la crème, mais je le crois vraiment. Très cliché. Très cliché, mais je vais expliquer pourquoi. C'est la curiosité. Mais attention, la curiosité, c'est une humilité. En fait, la curiosité, ça veut dire je sais pas. Moi, il n'y a rien qui me rend plus dingue que les jeunes générations ou plus âgées, peu importe, mais qui savent. Les gens qui savent, les sachants. Ils savent tout. Ils savent comment faire l'équipe de France et résoudre le conflit israélo-palestinien. Ils savent, voilà. Ils savent avant même d'apprendre. Voilà. Et en fait, c'est quand même un truc de malade, notre boulot, c'est ne pas savoir, apprendre et transmettre. Tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Ouais, non, mais vraiment, alors, c'est pour ça que je dis, c'est un peu... Mais vraiment, je veux dire, on débarque dans un univers de savoir immédiat, le journalisme. Nous, on ne connaît pas. On découvre, on va au contact de ceux qui savent, des documents, des sources, etc. On apprend, on vérifie et on transmet. Et on transmet au plus grand nombre parce que, en fait, ça nous appartient pas. C'est justement ça. On parle souvent de la transparence. Voilà. Moi, c'est un mot que j'aime pas du tout, la transparence. Et d'ailleurs, je pense qu'il est utilisé, si ce n'est inventé, par ceux qui n'en veulent pas. Parce que la transparence, ça donne l'impression qu'on veut voir au travers des gens. Ça donne l'impression... Le mot contient un peu une idée d'agression intime. Et en fait, il y a un mot qui était beaucoup plus beau, qui était le mot des débats d'assemblée pendant la Révolution française. Ça s'appelait la publicité. Alors depuis, ça a été capté par la valeur marchande. Mais c'est pour ça, par exemple, qu'on dit la publicité des débats pour la justice. La publicité, c'est un mot superbe parce qu'il contient en lui-même sa promesse. C'est ce qui appartient au public. Ben, c'est ça notre boulot. En fait, c'est comme un bien immatériel et ça ne nous appartient pas. Ça appartient pas aux gouvernants, ça appartient pas aux entreprises, ça appartient à tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça le droit des sociétés à savoir. Grands textes internationaux consacrent ça. C'est-à-dire que Victor Hugo, qui n'a pas été que poète et écrivain, il a aussi été député. En 1948, il avait eu une très belle phrase à l'Assemblée. Il avait dit que le droit de vote et la liberté d'informer, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et qu'en démocratie, si vous n'avez pas l'un et l'autre, en fait, vous n'avez pas la démocratie. C'est-à-dire que si vous avez le droit de vote sans la liberté d'informer, sans la liberté de savoir... T'as des moutons. Bah oui, tu votes avec un bandeau sur les yeux. Donc, et si t'as la liberté de savoir, mais que tu peux pas voter, t'es dans des dictatures éclairées. Mais voilà, bon. Et donc, c'est pas rien comme enjeu. Et c'est pour ça que je dis que la curiosité, c'est une humilité. Voilà, bon. Le deuxième, c'est la capacité d'indignation. Je déteste l'idée que les journalistes seraient des comptables grisâtres du réel. Je déteste l'idée de l'objectivité. Je déteste l'idée de l'objectivité parce que ça n'existe pas. Je veux dire, à partir du moment où tu décides de travailler sur un sujet plutôt qu'un autre, tu fais déjà un choix. Et le propre du subjectif, c'est le choix. Bon, je crois à l'honnêteté, je crois à l'insincérité, je crois au contradictoire, je crois à tout ça. Je ne crois pas à l'objectivité. Et je suis désolé, notre métier consiste aussi parfois à avoir de l'empathie pour des situations. Ça ne veut pas dire de sombrer dans l'émotion ou le sentimentalisme. Ça ne veut pas dire être prisonnier de cela, mais on peut avoir des empathies, on peut avoir des engagements. C'est-à-dire que moi, j'aime l'engagement, j'aime le journalisme engagé, j'aime pas le journalisme militant. J'aime les idées, j'aime pas l'idéologie dans la pratique de mon métier. Les journalistes qui sortent avec des hommes politiques? Bah ça, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. Je trouve que c'est vraiment compliqué. Cette espèce de lien... non, c'est hyper compliqué. Je trouve que c'est les conflits d'intérêts, les journalistes, ils sont... Nous, au journal, on a fait là récemment pour nos 10 ans, tous les journalistes ont publié leur déclaration d'intérêt. On a fait donc sur le site de Mediapart, il y a les déclarations d'intérêt des journalistes. Une déclaration d'intérêt. Eh ben, c'est de dire quelles sont... Avec qui tu couches? Non, ça c'est pas du tout. Il y a une liberté, un secret intime de ça. Mais non, mais avec quelle est la profession du compagnon ou de la compagne? Est-ce qu'on a avec qui tu couches? Oui, mais ça c'est plus que, enfin, c'est à qui on vit, c'est à qui on partage, voilà. Avec est-ce qu'on a des engagements en dehors de
de notre journal dans un parti politique, dans une association, dans une société secrète, dans les Illuminati ou les francs-maçons. Alors les francs-maçons, ouais. Alors en l'occurrence, alors ça c'est une bonne question. Ça. Est-ce que ça rentre dans la déclaration d'intérêt du journal? Une bonne question. Ça c'est une super bonne question. Je sais pas. Ouais, ça je sais pas. Est-ce qu'on a des actions? Est-ce qu'on a tout ce qui peut interférer avec le domaine qu'on couvre dans le journal. Voilà. Donc c'est bien normal qu'on ait cette transparence, cette publicité là. Et la dernière chose, la dernière qualité, là c'est un truc pratique, c'est de jamais être résigné, quoi, de rien lâcher, quoi. Voilà. Parce que jusqu'à la mort. En tout cas, jusqu'à. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? C'est-à-dire pour mon métier. Ouais. Beaucoup. Hein, je sacrifie beaucoup pour mon métier, mais après il y a des choses. Sacrifie quoi? Ce qui est de plus précieux sur Terre, qui est le temps. Voilà. C'est-à-dire que c'est un temps qu'on consacre pas aux choses qui sont essentielles dans nos vies. Tes enfants? Ouais, la famille. Voilà, l'amour, voilà. Je crois, j'ai une hiérarchie personnelle, voilà. Normal. Ouais, voilà. Et voilà. Et dans ce métier-là, c'est hyper facile de le faire avec une flemme et une résignation et un fatalisme. C'est hyper facile. Hein. Hyper facile. Il y a une idéologie de la communication qui est le pire ennemi du journalisme. Le pire ennemi du journalisme, c'est pas le mensonge, hein, c'est la communication. Ou de manger dans la main de son maître. Ah bah oui, bien sûr. Alors oui, mais après c'est déjà bon. Là, c'est plus du journalisme, c'est de la publicité, hein, c'est de la réclame. Mais voilà. Après, il y a des gens. Comment dire? Je suis vraiment pas pour généraliser. Il y a des gens indépendants partout. Voilà, il y a des gens indépendants au groupe Lagardère, à Dassault, chez Bolloré, il y a des gens qui se battent, il y a des gens... Voilà, mais après, c'est des problèmes systémiques. On ne peut pas compter que sur l'indépendance des individus. Et ça, c'est un truc très français. C'est-à-dire que les institutions françaises, la Ve République et tout ça, ne comptent que sur l'indépendance des gens. Et moi, je pense que ce sont les institutions qui doivent être indépendantes et audacieuses. Pas simplement le pari sur une personne, une fois, qui est indépendante. Par exemple, le procureur Molins dans l'affaire Cahuzac, par exemple un tel. Par exemple, le fonctionnaire qui tire la sonnette d'alarme, etc. À un moment donné, voilà, on n'a pas un écosystème adulte et mature de ce point de vue-là. La France est un pays qui est en panique face au concept d'indépendance. C'est celle des médias, c'est celle de la justice, des contre-pouvoirs. Et pourtant, on nous a appris à l'école, avec Montesquieu, que par la disposition des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir, etc. En fait, on n'a pas respecté la parole de l'un des pères de la nation, comme on dit. Avant de terminer, je veux 3 bouquins. 3 bouquins? Alors, un bouquin de Mikhail Bulgakov, qui s'appelle Le Maître et la Marguerite. Un bouquin qui avait été interdit sous l'Union soviétique, absolument... magnifique, comme la littérature russe, fou, fantasque, puissant, profond, mélancolique, voilà. Alors là, c'est comme dans High Fidelity, là, faire des classements et tout. Un bouquin fabuleux d'un journaliste que j'adore. L'un des pères du nouveau journalisme, qui s'appelle Guy Tallise, qui était un des partenaires de Tom Wolfe, qui vient de mourir, et qui avait fait un livre où il avait pénétré une famille mafieuse, une des 5 familles de New York, comme on disait dans les années 70. Et le livre il a un titre un peu bizarre, il s'appelle « Ton père honorera », avec un S à la fin, et il raconte, c'est scorsésien, quoi, il raconte de l'intérieur la vie tranquille d'une famille mafieuse à New York, tranquille dans ses us et coutumes, voilà. Un troisième livre. J'ai fait un roman, j'ai fait. Oh là là, c'est
terrible. C'est terrible. Moi, c'est toujours pareil quand on me demande quels sont mes films préférés, mes disques préférés. Bon, vas-y, ton disque préféré, là. Ah bah, mon disque préféré, moi, j'ai deux idoles, c'est Miles Davis et le Kind of Blue de Miles Davis, parce que c'est une révolution au même titre que la nouvelle vague a pété les codes du cinéma académique, ou que le nouveau roman a détruit la narration académique. Voilà, c'est quand même le gars qui a réinventé le temps musical. Et l'autre, alors c'est pas un album, c'est toute la discographie, c'est Lou Reed. Voilà, parce que c'est la rencontre de la littérature et du rock. Fabrice Arfi, merci. Merci. Coupé.